Bon, alors, l'autre jour, je vous ai sorti un document qui est 6 étapes de la réussite à l'exportation sur lequel je vous avais demandé de jeter un coup d'œil, qui était disponible sur la plateforme, n'est-ce pas? Dans Oui, lequel je vous demandais de jeter un coup d'œil sur définir une stratégie, trouver un marché cible, commencer un peu à se poser quelques questions par rapport à ce qu'on veut faire à l'international. OK? Aujourd'hui, ça c'est. Voilà. Alors, on voulait jeter un coup d'œil un peu sur le niveau de la page 3 à 8 ou peut-être le document au complet. Aujourd'hui, ce qu'on fait ensemble, on va parler de la préparation au commerce international, la préparation au travail qu'on doit faire. On va parler du diagnostic en première partie et on va parler du plan d'affaires international en deuxième partie. Alors, et je peux me servir en cours de route, entre autres, de l'entreprise de Denis, qui est au stage de projet. Et ce qu'on fait là, particulièrement pour un projet comme celui de Denis, c'est particulièrement important. Ce que l'on veut faire au début, puis je vais détailler ça à mesure qu'on va avancer, ce que je veux qu'on comprenne bien, c'est que dans l'exercice d'aller sur un marché extérieur, c'est un exercice de développement de commerce dans lequel on va faire un investissement, temps et argent, qui doit se rentabiliser dans une période plus ou moins longue, avec une rentabilité plus ou moins élevée, avec un niveau de risque plus ou moins gérable. On comprendra que lorsqu'on s'en va sur un marché extérieur, le niveau de risque va augmenter parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on maîtrise moins. Puis marché extérieur, quand on parle de la Côte-Nord, la Beauce, c'est à mon avis un peu un marché extérieur, mais c'est quand même moins extérieur que l'Ontario, l'État de New York, la Colombie-Britannique et qui plus est l'Allemagne ou le Japon. Dans un contexte comme celui-là aussi, on veut être capable de s'assurer une rentabilité de l'exercice, c'est-à-dire un coût plus un bénéfice d'un pourcentage plus ou moins élevé. On veut être capable de l'évaluer, bien sûr, et on veut être capable de s'auto-évaluer, savoir si on est capable de faire ce projet-là et de rentabiliser ce projet-là et de gérer les risques inhérents à ce projet-là. Okay? Alors ça prend un niveau d'analyse vers soi en premier lieu. Alors, lorsqu'on apprend l'administration des affaires, par exemple, on se fait parler d'une analyse SWOT. Est-ce que le SWOT est quelque chose que vous comprenez un peu? SWOT, S-W-O-T? C'est une oui. question? Oui, ça, je connais ça, oui. Parfait. On va adapter ça à ce qu'on veut faire à l'international. Alors, la partie diagnostic pour nous va être les forces et les faiblesses, le SW du SWOT, Strength and Weaknesses. Il faut analyser au niveau de notre entreprise, au niveau de nos compétences, au niveau de notre savoir-faire, de notre savoir-être, où est-ce qu'on est performant, où est-ce qu'on l'est moins. C'est pas négatif d'être moins performant sur quelque chose, mais de le savoir va nous permettre de combler cette lacune, soit en se formant adéquatement ou en engageant du personnel à l'interne, à l'externe, à temps plein, à temps partiel, pour combler cette ou ces lacunes. Le OT, qui est l'opportunité et les menaces, opportunity and threat, vont regarder plutôt quand on va vouloir analyser un marché extérieur. Nous, on va se concentrer aujourd'hui véritablement lorsqu'on fait cette portion de connaissances, on va se concentrer sur le SW, Strength and Weaknesses. Aujourd'hui, ce que je veux faire avec vous, je veux qu'on travaille le diagnostic des capacités internationales de l'entreprise et c'est véritablement là où j'ai mon SW, force et faiblesse. C'est ça que je vais analyser. Et on va traduire ça par la suite à une ébauche d'un plan d'affaires international, c'est-à-dire dans l'entreprise qui
travaille présentement sur un marché local ou un marché régional, si elle veut faire des affaires à l'étranger, c'est bien qu'elle ait une réflexion structurée pour délimiter les étapes pour se rendre où elle veut se rendre. Alors, on va imaginer une planification pour ça. On peut le faire sous forme de texte, bien sûr, dans lequel on va retrouver, on le verra tout à l'heure, une portion plan d'action, bien sûr, en 1, en 2, en 3, comme j'imagine euh, que Denis a déjà un plan pour son entreprise, pour son eau embouteillée. La portion internationale de ça serait donc une sous-composante de son plan d'entreprise qui serait le plan d'affaires international de l'entreprise. Je veux vendre de l'eau au Québec, je veux vendre de l'eau sur la Côte-Nord, je veux vendre de l'eau au Québec, mais je voudrais peut-être l'an 2 ou l'an 3 ou l'an 5. Je voudrais vendre mon eau en Ontario ou au Mexique, qu'importe. Alors, cette notion-là de plan à l'international va s'intégrer dans le plan de l'entreprise. Il faut voir ça de manière distincte. Ce n'est pas la même chose que le plan de l'entreprise. Et ce n'est pas obligé d'être un roman à ça d'épais. Ça peut représenter une forme limitée de contenu. Et on va voir à quoi ça nous sert, à nous, à l'interne, à l'externe, et avec nos partenaires. C'est le but un peu de l'exercice de cet après-midi. Alors, on a vu la semaine dernière l'environnement dans lequel on évolue, les sources d'appui ou les sources de compréhension de nos marchés. On n'est pas vraiment influencé de manière directe et concrète par les organisations internationales, malgré qu'il y a des éléments qui jouent là-dedans, comme les accords économiques, l'ALENA, l'accord avec l'Union européenne, l'accord avec les pays de la région du Pacifique qui vont rentrer en ligne de compte dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, parce que entre le moment où on l'annonce, le moment où on le ratifie, et le moment où on le met en place, il se passe plusieurs années. Ça ne nous touche pas directement. On a vu des réactions quelque part au niveau des producteurs de fromage qui sont sensibilisés à un accord avec l'Union européenne pour leur production de fromage. Mais ça leur donne quand même quelques années pour pouvoir faire leur plan d'activité à l'international en fonction de ces changements qui se pointent à l'horizon et qui ne sont pas encore là. Il n'y a pas de compagnies qui ont fait faillite à cause de ça. Il ne devrait pas y avoir ça non plus, à condition qu'on prenne le moment de réfléchir sur ses forces et ses faiblesses, le diagnostic, et de regarder l'environnement extérieur et d'établir une planification, une façon de faire en suite à ces décisions-là qui se prennent autour de nous et qui influencent ce qu'on fait. Okay? Alors, tout ça influe la façon dont on va réfléchir notre planification. Planification, par la suite, on va la mettre en œuvre et c'est ce qu'on va voir dans les différents chapitres qui vont s'ajouter à ce qu'on est en train de faire. On va combler différents éléments de notre planification avec les aspects logistiques, avec la douane, avec des stratégies de pénétration de marché, avec des sélections de marché, avec les risques et la gestion des risques, avec le financement des opérations, avec la gestion des outils financiers derrière tout ça, avec l'utilisation des technologies de l'information pour être lu, acheté sur des marchés extérieurs, etc., etc. Tous les modules qu'on va voir, selon la grille que je vous ai donnée, semaine après semaine, sont des éléments qui devraient se glisser dans votre plan d'affaires à l'international. La suggestion que je vous fais à tous, c'est de comprendre que semaine après semaine, vous devriez remplir un canevas de plans que je vais vous donner tout à l'heure. Je vais vous montrer où ça se trouve et le construire tranquillement. Ça veut dire que dans 3 mois, à la fin de l'exercice, vous devriez avoir tous un plan d'affaires internationales complet ou presque complet. On verra à quoi ça nous sert. Alors, c'est là où je veux vous amener dans ce cours-là, non seulement de vous voir semaine après semaine, de vous amener de la connaissance, mais d'une certaine manière de la mettre en pratique en rédigeant un document complet qui va vous servir. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Bobby, Denis, Frédéric? Oui. C'est bon. Alors, la première partie, c'est vraiment la compréhension de nos forces et de nos faiblesses.
il y a différents éléments qui rentrent là-dedans. On va comprendre que notre expérience joue un rôle, notre expérience passée par rapport à ce qu'on veut faire, nos moyens financiers, bien sûr, la force de notre réseau, la capacité de production de l'usine ou de l'entreprise, notre capacité d'être capable d'innover, de trouver des solutions à des problèmes qui peuvent sembler au départ difficiles à résoudre. Alors, tout ça va influencer, sont des endroits où je vais me poser des questions dans le diagnostic. Alors, je vais regarder ma structure d'entreprise et sa viabilité si je veux l'amener à l'international. Par exemple, vous avez l'entreprise a son compte à la Caisse populaire dans la ville ou le village en face de l'église. Puis on a un bon service avec un bon directeur de compte. Là, on veut faire de l'international. Si je m'adresse au directeur de compte à ma Caisse populaire dans ma ville ou mon village en face de l'église, puis que je lui dis je veux faire de l'international, tu vas-tu pouvoir m'aider? Il va certainement répondre oui. Et la lettre de crédit, les outils de garantie, de change, c'est peut-être pas quelque chose qui maîtrise. Alors, si je posais les questions de manière adéquate, pas une question fermée à oui ou non, mais en lui posant la question de quelle manière tu peux m'aider, puis que je vois dans son propos qu'il hésite, ben, je me rends compte que j'ai peut-être une lacune. Je ne vais pas changer d'institution financière, mais je vais trouver une solution pour pouvoir avoir un interlocuteur devant moi qui va maîtriser le langage dont j'ai besoin à l'international. Ça veut dire que si je suis à la Caisse populaire, dans ma ville ou mon village, en face de l'église, ben, chez Desjardins, il y a un département central international. D'habitude, il se trouve, toutes les banques se trouvent à Montréal. Et on peut converser, on est en 2016, on peut converser en Skype, au téléphone, par email avec eux, sans difficulté, pour avoir du conseil adapté spécifiquement à nos besoins, sans intermédiaire, directement à la source pour valider si mon texte de lettre de crédit est correct. Alors, je me suis posé une question, j'ai eu une réponse vague, je me rends compte que j'ai peut-être une compétence qui n'est pas complète et j'ai trouvé une solution dans ma réflexion pour pouvoir répondre à ça pour que je comprenne bien ce que je fais et que je sois à l'aise et que je réduise mes risques. Okay? Alors, c'est le but de l'exercice d'un diagnostic, c'est de comprendre où il y a matière à amélioration. C'est ça que je veux savoir. Et de ça, je vais être capable de prioriser ce que je veux faire. On a un nouveau venu, Daniel vient de joindre à nous. Bonjour Daniel. Bonjour. Écoute pas. Alors, de déterminer nos priorités de ce qu'on veut faire à l'international, puis de voir effectivement les endroits où je dois faire mes corrections. Alors, le diagnostic touche à différents éléments de notre organisation. Bien sûr, la direction. Dans une PME, souvent, le patron fait tout. Il va toucher au marketing, il va toucher aux ventes, il va toucher aux finances, il va toucher à la production. Il va maîtriser tout ça. Si l'entreprise est un peu plus grande, j'ai peut-être quelqu'un qui est responsable de la production, quelqu'un qui est responsable des ventes, quelqu'un qui est responsable des finances. Alors, ce sont tous des secteurs sur lesquels je vais me poser une série de questions, puis on va les soulever ensemble dans quelques minutes, ces questions-là. Je vais avoir besoin de votre concours là-dedans, qu'on puisse comprendre un peu le genre de questions qu'on se pose. Alors, la direction, bien sûr, la structure de l'entreprise, le produit ou le service qu'on a offert, l'adaptation de ce produit-là dans un marché, est-ce qu'on est capable de changer quelque chose pour l'adapter? Des bouteilles d'eau, l'étiquette doit jouer un rôle, j'imagine. L'eau comme telle, est-ce qu'il y a des normes à respecter d'un marché à l'autre? À ce stade-ci, je ne connais pas la réponse. Mais est-ce que je suis capable d'adapter ça et de penser que ça pourrait être adaptable? Il faut que j'y réfléchisse. Peut-être que le type de contenant peut varier d'un marché à l'autre. Des éléments comme ceux-là. Et bien sûr, ma capacité de production, c'est un élément essentiel. On va le voir aussi en détail un peu plus loin. Et bien sûr, ma connaissance ou mes connaissances en tant que propriétaire d'entreprise, mes connaissances sur le fonctionnement d'action vers l'international et ma façon de mettre ça en usage, mon savoir-faire. Et j'en rajouterai à ça mon savoir-être, la façon dont j'interagis avec des gens de cultures d'affaires différentes
Et là, il y a un élément on va soulever maintenant, que je vais répéter à plusieurs reprises. On n'est pas là pour porter jugement. Si c'est mieux chez nous, puis pire ailleurs, ou c'est pire chez nous et meilleur ailleurs. C'est pas du tout ça. Ce qu'on veut comprendre, c'est la facilité ou la difficulté qu'on a de s'adapter à des mentalités différentes. Puis on pourrait aller à l'extrême, puis on pourrait regarder, je ne sais pas, si Julie voulait vendre ses produits, elle a une opportunité qui se présente, puis elle voulait vendre ses produits en Arabie Saoudite, ben, c'est peut-être pas Julie qu'on enverrait là-bas, mais son frère ou son cousin. Pour des raisons évidentes. Encore là, je ne porte pas de jugement. Si j'ai une clientèle qui est là, puis que j'ai envie de la prendre, puis que je suis prêt à vivre avec ça, je ne suis pas obligé de faire des choses que je ne veux pas là. Je peux refuser. Moi, je me souviens, il y a une certaine époque, on faisait, il n'y a pas si longtemps, on faisait les programmes de sécurité douanière au sein d'entreprises. On avait été sollicité par une entreprise de tabac. Nous, on a dit, on ne fait pas le tabac. On a été sollicité par une entreprise qui fait de l'armement. On a dit, nous, on ne fait pas de l'armement. Bon, c'est du caprice de diva, là, vous me direz. Mais c'est un choix qu'on a fait. Puis, on n'a pas accepté d'aller là, malgré que c'était des contrats, peut-être très payants. On a dit, on va le laisser à quelqu'un d'autre, parce que nous, on ne veut pas. On se permet ce loisir de dire non. On ne prend pas tout, puis des fois, on refuse. Alors, si je ne veux pas vendre mon produit en Arabie Saoudite, je ne suis pas obligé de le faire. Si je veux me concentrer strictement sur des marchés plus faciles, plus proches de moi, dans lesquels j'ai plus de fluidité, je peux les prendre. Alors, si je veux me concentrer sur la France et la Belgique, parce que ça parle français et que je ne parle pas anglais, très bien. C'est tout à fait correct. Et si je veux aller en Ontario, je suis à l'aise avec l'anglais, puis je suis à l'aise avec le canadien anglophone, ben, c'est tant mieux pour moi. Si je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas obligé d'y aller. Alors, c'est tous des éléments que je vais soulever dans mon diagnostic pour comprendre un peu tout ça. Alors, il faut comprendre aussi que le diagnostic, à mon humble avis, ce n'est pas un exercice avec une fin en soi. C'est-à-dire qu'on ne fait pas l'exercice, on met une note, puis après ça, on passe à d'autres choses. Le diagnostic, normalement, se réalise au sein même des gens qui sont dans l'entreprise. Alors, si on est, tout à l'heure, on mentionnait, j'ai un propriétaire d'entreprise qui fait tout, ou on est quelques associés. Moi, je suis le président de l'entreprise, puis j'en ai un qui s'occupe de la production à l'usine, j'en ai un autre qui s'occupe des ventes, j'en ai un troisième qui s'occupe des aspects finances. Ben, on fait l'exercice de diagnostic tous ensemble. Parce que c'est une espèce de moment où on va se poser les questions en commun, on va réfléchir à la réponse et on va s'auto-sensibiliser à ce qu'on veut faire en tant que groupe. Si moi, le président, je m'en vais faire l'exercice dans un bureau de service conseil, je reviens au bureau et je dis « Hey, la gang, voici. » C'est pas le même résultat que si on le fait en équipe. Parce qu'en équipe, lorsqu'on va parler des aspects financiers, ben, le responsable des finances ou le comptable, il va lever la main et il va dire oui, mais. Et là, tout le monde doit entendre le mais. Mais je suis inconfortable avec. Moi, je suis un CGA. Dans mon cours que j'ai suivi il y a 15 ans, j'ai appris pendant 45 minutes le fonctionnement de la lettre de crédit, puis je ne m'en souviens pas vraiment très, très bien. Ah, ça, c'est une lacune. C'est une lacune qu'on peut corriger. On peut suivre un cours, on peut lire, la banque peut nous former. Il y a plein de solutions pour le comptable pour qu'il réapprenne à maîtriser cet outil-là. On ne va pas changer de comptable, on va améliorer notre comptable pour qu'il maîtrise ça. Fait que si je l'ai autour de la table quand je pose des questions relatives au budget, au financement et à la comptabilité, puis qu'il m'exprime son inconfort par rapport à certaines notions, en espérant qu'il l'exprime. On veut qu'il fasse ça. En fait, un diagnostic, à mon humble avis, c'est une photo Polaroid. On prend une photo. Ça veut dire qu'au moment où on prend la photo de groupe, on est plusieurs, ben, mon comptable il a bougé. Il est flou, là. Je ne vais pas reprendre la photo tout de suite. Je vais juste dire mon comptable est flou. Ça veut dire qu'il faut que je m'adresse à la comptabilité, pour que je corrige ça, pour que l'année suivante, dans 2 ans,
Si je refais en équipe l'exercice de diagnostic, savoir où on en est dans notre photo, j'ai un comptable qui se tient bien droit, qui regarde en avant, vers le futur, puis qui ne bouge plus. Stable, solide et performant. Parce qu'on a corrigé la lacune et il est à l'aise maintenant qu'il a fait quelques-uns de ses expériences à l'international. Il fonctionne de mieux en mieux. Il est sûr de lui, ça va bien. C'est plus une source de préoccupation. J'aurais peut-être d'autres choses. Peut-être que ma production d'usine, le directeur d'usine va être flou parce que lui, on a rentré des commandes. Ça l'a perturbé un peu. Il a fallu qu'il change sa façon de faire. Il a fallu rajouter un autre quart de travail. Avant de travailler à un quart, c'est 2 quarts de travail. On est en train de lui dire qu'il va avoir un 3e quart, c'est-à-dire que l'usine va fonctionner jour et nuit, soir et fin de semaine. Ouf, je trouve ça fatigant. Puis, euh, c'est difficile à gérer. Ah, peut-être qu'on va lui trouver un assistant. Vous comprenez? C'est l'importance de ça. OK? Alors, ces éléments-là vont toucher plusieurs parties de l'organisation. C'est ça. Alors, je vais vous poser quelques questions dans un instant parce que je veux qu'on délimite tout ça. En fait, je vais partager des tâches. OK? Dans les questions qu'on devrait se poser, je vous ai soulevé des questions que je devrais soulever à ceux qui sont dans la comptabilité ou la finance. Alors, il y a plusieurs endroits où je pose des questions. À la direction générale, il y aurait des questions à se poser. Alors, je vais demander à chacun d'entre vous de prendre une partie de l'entreprise et de prendre 4-5 minutes et de réfléchir aux questions que vous poseriez à cet aspect de l'entreprise. Alors, je pourrais demander à Bobby. Bobby, tu es toujours là? Bobby? M'écoute? Hello, Bobby. Super. Alors, Bobby, toi, je vais te demander de prendre quelques minutes après que j'ai annoncé comment on va faire ça, puis que tu soulèves 1, 2, 3 questions que la direction générale devrait se poser par rapport au diagnostic à l'international. Quelles sont les questions qu'on devrait se poser par rapport à ça? OK? De la même manière, je voudrais demander à Daniel. Daniel, es-tu avec nous? Ça va, Daniel? Daniel? 1, 2, 3. Daniel, oui. Daniel, non. OK. Denis? Denis, es-tu avec nous? Denis, pousse. Super. Alors, Denis, moi, j'aimerais que tu soulèves des questions sur le côté finance et administratif. Des questions qu'on devrait se poser à l'international. OK? L'équipe de Frédéric, vous êtes 3. Fait que j'en aimerais un qui soulève des questions sur vente et marketing. Un qui soulève des questions sur la production d'usine. Puis un qui soulève des questions sur l'adaptation, l'innovation. OK? Alors, je vous demande de prendre 5 minutes, 4 minutes, de réfléchir à ça, puis vous me soulevez les questions, on va échanger là-dessus dans un instant. C'est bon? C'est un exercice live. Ça va? Pousse? Voilà. Alors, l'équipe de Frédéric, expliquez-nous un peu quel genre de questions vous poseriez. Julie? Quelle sorte de question? Moi, je prendrais peut-être le vente et marketing. Oui. Moi, ce serait l'approche d'avoir une bonne connaissance du marché qu'on va viser. Tout d'abord, savoir quel client on vise. Donc, faire une petite étude au niveau de ça, vérifier c'est qui mes concurrents, qui est mon client, est-ce que j'ai la capacité, est-ce que j'ai la langue, est-ce que j'ai le langage pour gérer cette clientèle-là. Donc, être capable de m'adapter au marché visé, finalement. Très, 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 très important. La notion de langue est essentielle, bien sûr. La compréhension, le savoir-être dans un marché, certainement. C'est surtout tous des questions à soulever. Ensuite, Vincent? Au niveau de la production, on a soulevé le point, là, la capacité de production. Donc,
c'est une capacité qui est trop petite, ben, ça va amener à re-questionner la capacité de production en upgradant. Maintenant, si on a une capacité de production qui est X, qui est capable d'être un petit peu, qui est capable de faire un petit bout de chemin dans l'amorce de l'export, ça c'est intéressant. Il y a la qualité de produit, les standards de qualité, il ne faut pas qu'ils soient détériorés par rapport à la demande, etc. Donc, un suivi du standard de qualité. Puis les lois et règlements du pays en question, ça c'est important. Là. Standard de qualité, j'aime ça. Le respect des normes, ce sont des éléments à soulever. La capacité de production, la capacité de croissance de production. Parce que normalement, si je fais un exercice de développement vers l'extérieur, c'est que j'ai une allocation possible de ma production que je peux mettre sur un autre marché. Il faut que j'ai de la place. Puis si mes commandes rentrent de manière conséquente, il va falloir que je pense à grandir, mais c'est peut-être pas l'année 1, c'est peut-être pas l'année 2, c'est peut-être l'année 5, 6, 7. Mais il faudrait que je sois capable de pouvoir imaginer que je vais avoir des besoins financiers en conséquence, des éléments comme cela. Excellent. Frédéric? Au niveau de l'innovation, ce qu'on disait, c'est sûr qu'il faut pas dénaturer nos opérations. Là. La recette gagnante qu'on a sur place, si on essaye d'autres choses, on risque de se river le nez. Mais il faut quand même s'adapter. Par exemple, mode de transport, ça va changer. La façon d'approcher les gens, peut-être que le marketing, il faut l'adapter. Donc, je pense qu'il va falloir adapter toutes nos fonctions de l'entreprise pour faire face à la réalité de l'international. En effet. Puis l'adaptation fait que dans certains marchés, ben, non seulement mon produit doit être adapté, mais ma façon de travailler va aussi avoir besoin de changer. C'est des éléments comme ceux-là. Super, c'est le fun. Denis? Au niveau des finances administratives, ben écoutez, mon premier réflexe, ce serait de penser au taux de change versus les devises. Peut-être aussi voir les avoirs versus les dépenses, fonds de roulement. C'est le genre de questionnement que j'aurais. Je sais pas si... Non, c'est très bien. La devise est un élément important, la gestion de tout ça, bien sûr. Le financement de ces opérations-là va représenter un challenge parce que probablement que mes besoins en flux financiers vont être un peu plus allongés que sur les marchés locaux. Donc, il faut que je sois capable de jongler avec ça. Ça veut dire que mes besoins en marginalisation de mes recevables, mes crédits accessibles vont être différents, vont varier. Est-ce que je suis capable de répondre à ça? Je répète, quand on fait le diagnostic, on prend une photo actuelle. Il ne faut pas répondre à nos questions avec notre souhait. Il faut répondre à la question avec ce qui est au moment où on prend la photo. Si je me rends compte qu'il manque des éléments, on va le combler. Ça va faire partie de mes correctifs. Alors, il faut que je fasse attention quand je réponds. Est-ce que je suis capable d'allonger mes flux financiers pour répondre à des actions à l'international? Question que je pose. La réponse, au moment où je réponds ça, pourrait être non, pas du tout. Je suis déjà, tiens, comme ça financièrement. Si je veux changer ça, je ne sais pas quoi faire. Super, c'est une bonne réponse. Donc, il y a un point à toucher là et ça va faire partie de l'analyse qu'on va faire de l'entreprise pour structurer un plan réalisable. Alors, tu avais tout à fait raison. Bobby, la direction générale? Bonjour. En fait, moi, savoir si on est pro ou pas, je commençais à regarder parce que si je parle pour moi dans le domaine de l'énergie, principalement, première chose que je fais, je m'organise pour vérifier les lois et les obligations dans le domaine énergétique selon les pays, parce que je donne par exemple, au niveau de l'énergie renouvelable, en Europe, on est obligé de vendre à EDF, par exemple, mais non aux clients. Donc, il y a des approches qui sont différentes, des caractérisations qui font en sorte que ça peut changer beaucoup l'équipement et la manière que c'est vendu également. Donc, le côté marketing va être influencé beaucoup par ça. On veut savoir également quelles sont les certifications nécessaires au niveau du pays. Donc, si c'est CSA ou il y a d'autres normes à respecter,
équipements à faire tester ou homologuer dans le pays en question, ça peut être le cas. Quels sont les risques et les droits de recours et de poursuite pour les clients en cas de bris ou quoi que ce soit. Puis, je me posais la question au niveau des garanties, des réparations, le transport, le temps, comment ça fonctionne si je dois faire revenir un équipement à travers une frontière, comment ça fonctionne au niveau des douanes, etc. Donc, ça fait partie un peu des questions que j'aurais. Okay. Alors, je vous amène à une grille de diagnostic que nous avons réalisée pour le gouvernement du Québec. Okay? J'aimerais qu'on commence idéalement pas par la direction générale, mais par nos ressources humaines. Vous êtes là, point 2, vous le voyez comme moi là? Frédéric, l'équipe là-bas, vous avez accès à ce que j'ai mis à l'écran? Bon. Alors, nous, on a soulevé des parties qui nous préoccupent, les ressources humaines, les ressources financières, la production, l'approvisionnement, vente, marketing, communication, innovation et technologie. Alors, et la direction générale. Mais on va faire la direction générale à la toute fin. Si je parle des ressources humaines, alors, on veut savoir. On pose des questions. Puis on répondrait à une grille comme celle-là par un « je suis d'accord » complètement à gauche, comme ici. Attends un peu, je vais prendre mon... Hop, comme ça. Je suis d'accord, plutôt d'accord, enfin, ça ne s'applique pas ou en désaccord. Des éléments comme ceux-là. Alors, si je m'en vais tranquillement en ressources humaines, est-ce que j'ai du personnel qualifié, capable d'adaptation et identifié pour prendre en main l'internationalisation? Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que je ne suis pas d'accord? Des éléments comme ceux-là. Le niveau de connaissance de langue étrangère, étant notamment l'anglais, pour aller à l'international, c'est surtout ça, mais si je m'en vais en Amérique latine, ben, ça prend de l'espagnol, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Puis si je suis intéressé par le Brésil, parce que c'est un des pays du BRIC, puis j'ai lu que le BRIC c'était bon, ben, le Brésil, ça ne parle pas espagnol, ça parle portugais, parce que j'ai envie d'apprendre du portugais. Puis là, quand je dis apprendre, c'est parce qu'il faut être capable de dire un peu plus que je peux-tu avoir une autre bière, où sont les toilettes, est-ce que c'est ta sœur? Il faut être capable d'avoir un minimum de conversation d'affaires, pas que c'est obligatoire, mais vous allez être étonné de vous rendre compte que vos Brésiliens ne parlent pas tous très bien anglais. Puis si on fait l'effort de parler portugais, ben, ils vont tellement apprécier que ça va nous aider dans nos affaires. La même chose avec l'espagnol pour les pays d'Amérique latine, la même chose avec le chinois en Chine, des éléments comme ceux-là. Le chinois étant compliqué, mais on peut se faire aider. Alors, est-ce que j'ai du personnel à l'interne qui connaît bien les pratiques commerciales à l'étranger? Est-ce que j'ai des gens qui sont disponibles pour se déplacer régulièrement sur mes territoires extérieurs? Il faut comprendre que si, on va le voir dans une vidéo tout à l'heure, si ma femme vient d'accoucher de jumeaux, puis que je lui explique que je m'en vais pour les 6 prochains mois 12 fois au Mexique, vous allez voir son sourire de joie et de contentement à savoir que je passe mon temps là-bas et non pas à l'aider à s'occuper des jumeaux. Je ne porte pas de jugement, là, mais voilà. Alors, souvent, dans les entreprises de différentes tailles, ben, on va se choisir une personne qui est plus libre de ses mouvements, soit que les enfants ont quitté la maison ou qu'il n'est pas encore marié avec ou enceinte ou des éléments comme ceux-là. Je vais avoir quelqu'un qui est capable de prendre la route, puis qui va être heureux de prendre l'avion, puis de passer son temps dans les hôtels. C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Bien sûr, est-ce que sur place, à l'intérieur, à l'entreprise même, est-ce qu'on a des gens qui sont compétents pour assurer un suivi après-vente? C'est-à-dire que si je veux développer l'international puis que mon choix est les pays d'Amérique latine, ben, la réceptionniste, là, à l'entreprise, à l'usine, sur la côte nord, est-ce qu'elle parle espagnol? Ça ne doit pas être si facile que ça à trouver. Il ne doit pas avoir des tas. Mais je ne suis pas obligé d'en avoir une qui parle espagnol. Si elle ne comprend pas ce qui se dit, je peux lui apprendre à dire, par exemple, un momentito por favor. J'ai fait prononcer ça comme du monde un peu. Et là, elle passe la personne responsable de l'international qui, lui ou elle, parle espagnol. Je vous explique ça parce que je vais vous revenir avec un exemple à un certain moment donné où non, je pourrais vous mentionner ça maintenant, pourquoi pas. Je vous donne une illustration claire.
Vous savez, je vous ai montré la semaine dernière des ressources. Il existe au gouvernement fédéral le répertoire des entreprises canadiennes. On retrouve ça sur le site d'Industrie Canada. On a vu ça la semaine dernière. Dans ce répertoire-là, les fonctionnaires fédéraux qui travaillent en délégué commercial à l'étranger, lorsqu'ils se font solliciter par une entreprise étrangère, ils vont fouiller dans ce répertoire-là pour trouver des entreprises canadiennes qui peuvent répondre aux demandes des étrangers. Alors, un exemple réel et concret qui m'a été rapporté par une déléguée commerciale, elle se fait visiter par un producteur agricole d'Abu Dhabi. L'homme en question fait des tomates en serre. Et il a lu dans un magazine que la mousse de tourbe, le peat moss, est un élément très intéressant à rajouter à ces terres pour permettre la circulation des oligo-éléments, la nourriture, la rétention d'eau dans le sol, les éléments comme ceux-là, comme étant un apport très efficace dans sa culture. Alors, il trouve ça intéressant. Il a vu qu'au Canada, ça se fait. Ça vient des tourbières, des lacs qui ont disparu, les fonds de ces lacs-là. Et on vend ça, on exporte ça. Alors, ça vient des pays similaires aux nôtres. Alors, la Russie aussi vend de la mousse de tourbe, mais les sacs déchirent, l'impression n'est pas claire, le taux de bactéries n'est pas toujours respecté. Le camion qui va porter le container au port manque de pétrole en cours de route, il rate le bateau. Tu sais, c'est la Russie. Nous, les Canadiens, c'est tellement mieux. Okay? Alors, il voudrait acheter canadien. Il a été sollicité, il aimerait ça, acheter canadien. Il va voir la déléguée commerciale, il lui demande ça, elle recherche dans sa liste, elle va dans le répertoire des entreprises canadiennes de l'Industrie Canada, et il y a des entreprises qui se mettent comme exportateurs de mousse de tourbe. Il y en a une à Rimouski qui dit qu'elle exporte 90% de sa production sur la planète en entier, the world over. Fait que, elle lui donne ça. Lui, il retourne au bureau, il donne à son assistante la liste en question, puis il dit, j'aimerais avoir des propositions. Alors, la dame, l'assistante, la téléphone, à Rimouski. I would like to speak with your export manager, please. Et la personne à Rimouski lui dit, parle pas anglais, elle raccroche. C'est véridique. OK? L'entreprise de Rimouski, elle exporte 90% de sa production chez un cousin qui est un autre Tremblay dans le Maine. C'est pas la planète, mais c'est de l'information volontaire là-dedans. Puis la réceptionniste, elle parle pas l'anglais. Alors, j'ai un problème. J'essaie juste de faire comprendre que des fois, on minimise des choses qui sont si importantes. Ça veut dire que la personne d'Abu Dhabi, elle n'a jamais rappelé. Le commerce il n'y a même pas eu de négociation, de proposition, il n'y a rien eu. Elle a fait raccrocher, elle a barré le nom, puis elle a passé au second. Puis ils ont acheté l'Ontario. Bon, alors maintenant qu'on comprend ça, on va comprendre l'importance d'avoir du personnel qui répond au téléphone, chez nous, dans une langue, dans les marchés dans lesquels on travaille. Évidemment, si je travaille les marchés chinois, ben, je ne sais pas, est-ce que je vais me trouver une réceptionniste chinoise à cette île? Je suis sûr que oui. Mais il faut que je la trouve. Okay? Ou je vais apprendre à ma réceptionniste de dire en chinois un instant, un moment s'il vous plaît, passez mon vendeur responsable de la Chine. Il n'est peut-être pas toujours là. Là, ça veut dire quoi? Est-ce que je peux prendre votre nom pour prendre le message en chinois? Je ne suis plus capable. Elle ne sera peut-être pas capable. Bon, les finances. Alors, descendons vers nos finances, les questions qu'on pose. On en a soulevé quelques-unes. Première des choses, est-ce que financièrement, mon entreprise est en bonne position? Si je veux m'en aller à l'international, il faut que ça roule. Il ne faut pas que je sois comme ça ou comme ça financièrement. Parce que l'effort que je dois faire pour développer un marché extérieur est énorme. La rentabilité que je pense avoir dans 6 mois, elle va être dans 3 ans. La dépense que je pense que ça va me coûter pour me rendre là dans 6 mois, ça va me coûter 18 fois plus avant d'être rentable. Est-ce que je suis capable de faire ça? C'est une bonne question à poser. Mais si je suis en situation financière saine, il va être plus facile de discuter avec ma banque, avec EDC, avec la Banque de développement du Canada ou différentes autres façons de faire pour pouvoir m'assurer ça. Mais la question que je pose quand je fais un diagnostic, est-ce que maintenant, ma situation financière est positive et saine? Est-ce que je peux montrer des bilans à mon institution financière et lui parler de mon projet, puis elle va m'écouter sereinement ou elle va croiser les bras, elle va faire ça comme ça, puis elle va dire
J'ai de la misère. OK? Est-ce que mes fonds de roulement sont suffisants pour me permettre d'investir dans la promotion, la réalisation d'activités, missions commerciales, envoi d'échantillons, brochures, sites web, etc. Est-ce que l'entreprise maîtrise bien son coût de production? Est-ce qu'elle sait combien ça coûte? Puis ça, je vous pose la question, vous allez toutes me dire oui. Je travaille avec mes étudiants à l'université, on fait des travaux avec de véritables entreprises comme les vôtres, et dans une portion de ça, on doit établir le coût pour faire de la vente à l'étranger. Alors, on doit être au courant de nos coûts fixes pour la production de notre produit, n'est-ce pas? Puis des coûts variables qui sont côté de l'administration, on verra ça dans des vidéos plus tard pour nous ramener ces notions-là. Donc, dans mon coût fixe de production, si je vends à l'étranger, ben, je vais dupliquer mon coût fixe. Mes coûts variables, pardon. Mes coûts fixes restent les mêmes que je vende à l'étranger ou que je vende localement, c'est-à-dire le chauffage de l'usine, la réceptionniste, la voiture du président, blablabla, l'électricité, les employés sur place, tout ça, ça reste la même chose. Si je commence à produire pour vendre à l'étranger, ben, j'ai un corps de travail supplémentaire. Là, j'ai un coût variable. J'ai des employés de plus ou des heures de plus d'employés à payer. J'ai des intrants que je dois acheter pour les transformer. Ce sont des coûts variables que je vais rajouter. Tous ces éléments-là. Est-ce que je connais ça? Est-ce que je connais ma différence entre les deux? Puis je suis capable de faire mes calculs là-dessus. Ce n'est pas évident. Peut-être qu'au moment où je me pose la question, je me dis, ah, ouais, je ne suis pas sûr. Ah, c'est bon ça. Ça veut dire que j'ai quelqu'un qui bouge dans la photo, là. On va s'occuper de ça plus tard, pas là. Est-ce que je peux trouver des appuis financiers pour me permettre d'aller sur des marchés extérieurs? Je peux que je ne le sache pas au moment où je pose la question. Donc, j'ai quelqu'un qui bouge dans la photo. Donc, je vais changer ça. Je vais mettre ça en note. Je vais être plutôt en désaccord. C'est où ça? Désaccord, c'est ça. Je vais être plutôt en désaccord. Fait que je cliquerai là. Puis je mettrai ça dans cette colonne-là en me disant, ben, je ne les connais pas bien. Je ne suis pas sûr. C'est pas clair. On verra plus tard. On le met. OK? Est-ce que, au moment où on se parle, est-ce que j'ai un budget consacré aux marchés internationaux? D'habitude, là, chez vous tous, il n'y a pas un budget préparé pour ça. Dans un budget de PME, c'est l'argent qui est dans le compte de banque. C'est ce qui reste là. D'habitude, je ne vais pas avoir un budget préparé pour l'année prochaine dans lequel j'ai décidé que j'allais mettre 18 572 $ pour mon développement international qui va comprendre l'action 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour faire telle chose qui va coûter tant. Ça va être dans mon plan. Alors, quand on se pose la question maintenant, est-ce que j'ai un budget normé pour l'international? Très souvent, surtout au stade où on est là avec vous, la réponse est non. Alors, n'en est pas. C'est pas négatif. Personne ne va se faire lancer des boulettes, là. Tout va bien. Mais il va falloir que je m'occupe de répondre à ça dans ma structure de plan. C'est à ça que ça sert. Strength and weakness. Où est-ce que je suis fort, puis où est-ce que je suis moins fort, si vous ne voulez pas le mot faible. Je suis fort, moins fort. Alors, est-ce que au sein de l'entreprise, je maîtrise mes outils de financement de projets internationaux, de lettres de crédit, de change, de lettres de garantie, de lettres de garantie, de SWIFT, est-ce que je maîtrise ça? Ça se peut que la réponse soit oui, ça se peut que la réponse, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, je devrais être là, ici. Puis si c'est non, ben c'est non. C'est non, on va l'apprendre. C'est pas plus complexe que ça. On va former la direction générale, le comptable à ces éléments-là. Comme ça, tout le monde va être au diapason. OK? Vous me suivez jusque-là? Ça marche? Synthétiser tout ça. OK? Alors, si je continue là-dedans puis que je parle à la production, on l'a soulevé tout à l'heure, est-ce que je suis capable de faire face à une demande soudaine dans ma production? Est-ce que je suis capable? Souvent, la réponse est je n'avais pas pensé à ça. OK. Ça veut dire que je ne suis pas tout à fait prêt. OK. C'est correct. On verra plus tard quand on fera le plan. Si j'y ai pensé puis que j'ai déjà évolué puis j'en rêve la nuit, ben je suis très en accord avec ça.
je peux faire face, j'ai pensé à tous les scénarios. Mais à ce stade-là, ça ne sera peut-être pas la réponse la plus sûre. J'imagine, mais je peux me tromper. Alors, je serai plutôt là. Alors, on l'a mentionné tout à l'heure, vous l'avez mentionné, les normes techniques. Est-ce que les normes dans les autres pays sont des éléments que je connais, puis que je peux assumer et comprendre les conséquences d'une telle genre d'action? Est-ce que je connais ça? Peut-être que oui, peut-être que non. Je dois le saisir. Mais il faut que je comprenne que si je n'ai pas touché à ça, puis je ne me suis pas posé la question, la réponse est non. Est-ce que si j'ai un accroissement de production, mes fournisseurs d'intrants, de matières premières, est-ce qu'ils sont capables de répondre à ça? Je ne leur ai peut-être jamais posé la question. Donc, ça serait non. Si je leur ai posé la question, écoute, je voudrais développer de nouveaux marchés, je vais avoir des besoins croissants, es-tu capable de me répondre à ça? Ben, la réponse est oui. Mais si je n'ai pas fait l'exercice quand je prends la photo, la réponse est non. Alors, est-ce que l'entreprise a des suivis de qualité, ISO, HACCP en alimentaire, des éléments comme ceux-là, CITIPAT parce que je vais exporter aux États-Unis, des choses comme celle-là. Est-ce que j'ai ça? Est-ce que j'ai prévu ça, préparé ça? Oui, non, peut-être. Alors, encore là, je me pose des questions. Est-ce que j'ai un système de planification de production? Est-ce que c'est en place? Vous savez, une entreprise qui fait du canage, comme carrière, à Saint-Denis sur le Richelieu, ben, quand c'est la saison de la carotte qui sort de terre, ben, ils font de la carotte. Puis quand c'est la saison du pois qui sort de terre, ils font du pois. Puis quand c'est la saison du maïs, c'est du maïs. Puis quand c'est hors saison, ben, ils font venir des pois chiches de Turquie ou du Mexique à la semaine, je ne sais pas, moi, 46, 47, 48. Puis ils font du pois chiche en conserve pour Provigo, pour Metro, pour Click. Ils ont un calendrier de production, ils achètent en conséquence. Avez-vous un calendrier de production? C'est une question. Oui, super. Non, ah, mais est-ce qu'on va en faire un? Est-ce qu'on doit en faire un? Est-ce qu'on devrait en faire un? Je ne sais pas. Mais c'est une question qu'on se pose. Est-ce que les produits peuvent être adaptés dépendamment du marché qui nous intéresse? Est-ce que l'adaptation est possible? De quelle manière? Est-ce que ça nous importe? Est-ce que ça nous préoccupe? Alors, encore une fois, si je ne me suis pas posé la question, la réponse reste non. Puis, c'est pas mauvais. C'est l'amorce de la réflexion de ce qu'on veut faire. OK? Je poursuis. Descendre. Allez, descendre. Voilà. Vente et marketing. Alors, on va comprendre, si je m'en vais dans la même direction, est-ce que j'ai un site web bien référencé dans les langues appropriées, dépendamment des marchés qui m'intéressent? Si je veux aller prospecter l'Amérique latine, ben, il faut que mon site soit français, anglais, espagnol. Ou je fais un site dédié en espagnol pour le marché latino-américain. Je peux avoir un site pour un marché en particulier. Dans d'autres vidéos, dans d'autres aspects, on va voir ça. Une petite entreprise montréalaise, une petite boutique qui fait des poupées de chiffon, ben, elle s'est rendue compte que pour son marché américain, elle a fait un site US. Puis son marché européen, elle a fait un site pour l'Europe. Puis pour le marché du Québec, elle a fait un site, son premier site, c'était au Québec, mais elle s'est rendue compte que son site du Québec aux États-Unis, du dollar canadien, ça ne marchait pas beaucoup, en Europe non plus. Puis le langage, c'est peut-être pas tout à fait le même. Alors, elle a fait des boutiques différentes, ça ne coûte pas cher, c'est pas compliqué, elle a fait elle-même. Je ne vous dis pas de devenir web-best, là, mais est-ce que je me suis posé la question? Alors, encore là, oui ou non. Alors, est-ce que ma documentation promo est adéquate, de qualité et disponible dans les langues qui m'intéressent? Si je vais aller prospecter l'Amérique latine, est-ce que c'est en espagnol? Est-ce que je m'en vais en Ontario? Est-ce que c'est en anglais? Ça peut être simple, mais je me pose la question. Si la réponse est non, ben, je vais avoir quelque chose à faire dans mon plan. Je vais avoir à préparer tout un amalgame de documentation promotionnelle en anglais. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, la réponse non va être non avec une action à faire par la suite. Alors, le personnel des ventes connaît bien les différents modes d'entrée sur un marché. Partenariat, distribution, co-entreprise, agent, courtier, des éléments comme ceux-là. On va tout voir ça ensemble. Est-ce qu'on connaît des concurrents?
dans le marché qui nous intéresse. Peut-être qu'à ce stade-ci, comme le marché n'est pas encore clair, non, je ne connais pas mes concurrents. Alors, quand je prends la photo, la réponse est non. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on se penche sur les concurrents et comprendre les concurrents pour voir de quelle manière on va se démarquer d'eux pour être achetés. C'est clair, acheter notre produit, bien sûr. OK? Alors, est-ce que je connais mes ressources gouvernementales pour m'aider? Oui, non, peut-être. Est-ce que j'ai une stratégie de com? Puis, est-ce qu'elle est adaptée à la clientèle qui m'intéresse? Alors, au stade de projet, peut-être que je n'ai pas de stratégie de com. Puis que je me disais, une stratégie de com, pourquoi faire? Mais on va le voir que ça peut être simple, mais que ça devrait faire partie de mon plan. Fait que oui ou non. Alors, je poursuis en innovation. Est-ce que je suis au courant des nouvelles tendances dans mon industrie? Au niveau technologique, organisationnel, fonctionnement, est-ce que je fais de la veille? De la veille. Ça veut dire, est-ce que je suis abonné aux revues électroniques de l'association sectorielle de mon affaire dans le marché qui m'intéresse? C'est pas compliqué. Est-ce que je suis au courant des foires commerciales là-dedans? Est-ce que je suis abonné aux informations circulantes de ce genre de choses-là? Est-ce que les informations des ministères correspondants, santé animale, agriculture, pêcherie, je ne sais pas moi, ces affaires-là, est-ce que je suis au courant de ça? Est-ce que, parce que je veux modifier, adapter mon produit, ça va nécessiter de la recherche, comme nos trucs d'ingénierie pour l'énergie? Est-ce que j'ai droit à des crédits d'impôt? Est-ce que je le sais? Est-ce que je peux m'en servir? Fait que, oui, je le sais, oui, oui. Je le sais pas, je le sais pas, non. Si je ne le sais pas, ben, je vais m'informer s'il y en a. Puis s'il y en a, je vais m'informer comment ça fonctionne. Puis si je vais voir si je suis admissible, je vais en profiter parce que c'est de l'argent que je vais récupérer. J'en ai besoin. Je vais pas. Il ne faut pas laisser traîner une pièce sur la table. Il faut toute la ramasser. Et si je ne sais pas qu'elle est disponible, je vais me poser la question, est-ce qu'il y a une pièce de disponible? Puis est-ce que je peux l'avoir? Alors, c'est des questions qu'on pose. C'est ça le diagnostic. Force, faiblesse. Alors, est-ce que notre technologie, notre façon de faire est équivalente aux concurrents? Est-ce qu'elle est différente? Est-ce qu'elle est novatrice? Est-ce qu'elle a une plus-value? Puis dans un exemple que j'ai dans l'esprit qu'on va faire quand on va travailler nos technologies de l'information, je vais vous soumettre un cas où on va travailler justement sur cet aspect technologie novatrice qui nous distingue de la concurrence, qui fait que c'est un facteur intéressant de vente. L'innovation va me démarquer des concurrents et va me mettre à l'avant. Est-ce que j'ai des brevets, des marques de commerce? J'ai un brevet. J'ai-tu un brevet canadien? Je veux vendre aux États-Unis. Est-ce que je devrais avoir un brevet américain? Est-ce que ça prend un brevet par État? Est-ce que je vais acheter 52 brevets? Je ne connais pas les brevets. C'est le spécialiste de brevets qui devrait vous parler de ça. Mais est-ce que je suis au courant de ça? Parce qu'on va le voir dans l'exemple dans un instant. Le brevet, ben, il va à l'étranger. J'ai un brevet canadien, mais il vaut juste au Canada, il ne vaut pas aux États-Unis. Ça peut être un problème. OK? Alors, est-ce que j'arrive avec de nouveaux produits année après année ou pas? C'est toutes des questions que je vais me poser. Et pour terminer, pour finaliser ça, la direction générale. Pourquoi je la garde? C'est mon dessert. Hein? Parce que le président, directeur général de l'entreprise, surtout dans une PME qui touche à tout, qui maîtrise tout, lui, il faut le masser délicatement un peu plus. OK? Il faut qu'on comprenne bien, puis il ne faut pas lui poser la question de manière fermée, est-ce que tu veux ou tu ne veux pas? Il faut comprendre de quelle manière il est disposé à consacrer effort et argent sur une période de temps plus longue qu'il le croit au départ, avec un revenu moindre qu'il pense, pour avoir des résultats soutenus au cours d'un certain nombre d'années pour que pas dans 3 ans, mais dans 10 ans, il atteigne un seuil de rentabilité confortable, agréable, profitable pour toute son organisation, se rendre jusque-là avec son effort à l'international. Je dis 10, ça peut être 5, ça peut être 4, ça peut être 7, mais souvent on va penser que l'année prochaine, Monsieur le Président, il faut considérer que ça peut être plus long un peu. Okay? Est-ce que la direction générale est capable, surtout que j'ai une entreprise avec plusieurs employés, de partager efficacement ces notions-là
avec les équipes. Vous allez comprendre que lorsque je fais mon plan d'affaires à l'international, je ferai une version, c'est un outil de communication, on va le voir tout à l'heure, mais je ferai une version de ça, sans les chiffres peut-être, que je laisserai traîner dans la cuisine des employés, pour les curieux que ça intéresse, pour voir dans quelle direction on s'en va. Peut-être que je veux m'en aller à l'Amérique latine, j'ai un gars qui opère le lift dans l'usine, il vient du Chili, puis il pourrait m'apporter un point de vue que je ne sais pas, il y a un doctorat au Chili, mais il est rendu chez nous, puis il n'y a pas d'équivalence dans ce qu'il fait, puis il y a une famille à nourrir, puis il manie un chariot élévateur, puis il paye son épicerie, son loyer, puis il n'est pas malheureux, là. Mais le gars, il est peut-être brillant, puis il va m'arriver peut-être avec un point de vue que je n'aurais pas pensé. Puis si je n'avais pas fait circuler ça, je ne l'aurais pas eu. C'est un point de vue un peu caricatural, mais ce n'est pas négligeable. Alors, est-ce que la direction est prête à changer sa recette un peu pour s'adapter à un marché en particulier, marché qu'il va sélectionner tout à l'heure? Mais est-ce que l'idée de changer son bébé puis de l'habiller autrement, c'est une hérésie ou ça lui ferait plaisir? Alors, est-ce que la direction générale aussi a une expérience significative à l'international? Ça veut dire, est-ce qu'elle a déjà voyagé? Est-ce qu'elle est capable d'aller dans d'autres endroits puis d'avoir un minimum d'aisance? Ou le plus loin qu'elle est allée, c'est à Old Orchard en 2003, pendant une semaine, qu'elle n'a pas vraiment aimé ça. Je caricaturise encore, là. Je réduis d'aucune manière. Mais moi, je sais, j'ai un beau-frère qui est allé une fois en vacances au Mexique pour une semaine. Il est revenu après 3 jours parce qu'il n'était pas capable. Bien, si lui avait une entreprise qui voulait aller à l'international puis qui voulait aller au Mexique, on aurait une petite difficulté avec lui, peut-être, pour l'ajuster par rapport à ça, puis qu'il soit souple par rapport à un autre marché. OK? Alors, des éléments comme ceux-là. Alors, est-ce que les relations avec les employés sont positives? Puis, est-ce qu'il est capable de générer une bonne participation de l'ensemble des éléments qu'on a vus plus bas, ressources humaines, financières, production, innovation, vente, pour rallier tout ça. C'est pour ça que j'explique que souvent l'exercice, cette feuille-là que vous avez, est un exercice que vous devriez faire au sein même de l'entreprise. C'est dans les documents disponibles, vous le téléchargez à la fin, vous l'amenez chez vous, vous trouvez un samedi tranquille, puis vous faites venir le traiteur ou du Saint-Hubert, puis vous vous installez avec ça, puis vous y passez quelques heures en équipe. Vous allez voir le résultat que ça fait à l'interne, c'est très bon. Alors, si on additionne les d'accord, puis les en désaccord, puis qu'on fait le calcul à la fin, on arrive à on se fait l'autre feuille? Ah, c'est ça ici. Voilà. Alors, on arrive à l'interprétation des réponses. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner OK. Alors, soit que je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Il manque beaucoup de choses. Ça serait périlleux de me lancer la semaine prochaine à l'international. J'ai beaucoup d'éléments à couvrir. Là, on voudrait comprendre ces éléments-là. C'est ce qu'on va faire dans les prochaines semaines, c'est ce qu'on va mettre dans le plan. Alors, si mon diagnostic me dit que je ne suis pas prêt, c'est très bien. Ça veut dire que j'ai beaucoup de corrections à faire. Mon diagnostic pourrait me dire aussi, je suis prêt, mais j'ai quand même pas mal de corrections à faire. J'ai des lacunes à corriger. Tout ça va se retrouver dans mon plan international. Puis dans certains cas, l'entreprise là, a un OK, on est prêt à y aller. Il n'y a pas de problème. Mais c'est plus rare un peu. Normalement, je vais arriver dans le oui avec réserve ou le calme-toi un peu, mon père. Il faut attendre. Il faut bien comprendre ces éléments-là avant de lancer et de s'exposer à des risques qui sont nouveaux. Ça va jusque-là? Est-ce que vous êtes encore vivant à l'écoute? Et Denis, merci. Bobby, Frédéric, ça gagne. Super. Bobby, bon, OK. Alors, ouf. Présentation, diagnostic. Je vais vous proposer un vidéo maintenant que je vais vous laisser écouter. Et après le vidéo, je vais être là. On prend une pause. Et on se revoit donc à moins 20. Le temps du vidéo puis de la pause. Ça vous convient? On enlève les pouces maintenant. Alors,
en revenant sur ce qu'on a vu un peu la semaine dernière sur l'environnement, il y a au gouvernement du Québec, dans le site dédié à Export Québec, il y a une section Préparez-vous à exporter, avec toute une section bien structurée sur le diagnostic à l'international et sur le plan d'affaires à l'international, qui est la seconde partie d'aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ont la curiosité intellectuelle, je vous invite à y jeter un coup d'œil. Dans le manuel que vous avez, évidemment, c'est le chapitre 3 qu'on arpente depuis tout à l'heure. N'est-ce pas? Alors, on est en train de découvrir cette portion-là. Voilà. Essentiel, incontournable. Alors, pour le diagnostic, dans notre analyse, SWOT, les forces et les faiblesses de l'entreprise, j'imagine qu'on a clairement compris. Maintenant, j'aimerais vous entendre un peu sur la vidéo que vous avez visionnée il y a un instant. Est-ce que je peux avoir un commentaire ou deux? Bobby, commentaire, vidéo? En ce qui me concerne, c'est clair que c'est pas du tout à quoi qui s'embarquait, donc c'était comme inévitable qu'elle allait se péter le nez. Sauf que ça montre quand même, comme pour nous, dans notre situation actuelle, comme Québécois, si on veut s'attaquer au marché américain, entre autres, parce que c'est notre voisin le plus proche, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en considération. Ne serait-ce que juste dans la vidéo, là, au niveau il parlait des CC versus les pouces-cubes ou des barils, etc. Je veux dire, juste point de vue marketing, juste l'approche au niveau des produits est très, très importante. Puis, il faut être capable de s'adapter au marché puis être capable d'être vendeur aussi. On a beau avoir le meilleur produit, mais si on n'est pas capable de le vendre, ça vaut rien du tout. En effet. En effet. Puis dans ce que vous faites, je réfléchissais à ça l'autre jour en visitant un peu ce que tu fais, en regardant ça. Ça devient, comme ce sont des unités relativement petites, ça devient intéressant pour des gens qui ont des sites dans des endroits loin des centres habituels. On avait parlé l'autre jour pour les mines, les équipementiers miniers qui se font qu'on trouve beaucoup en Abitibi et en Ontario seraient des distributeurs intéressants pour ce genre de produits pour les minières. Là, tu n'as pas besoin de te brancher à une grille comme EDF. C'est un site loin. Tu n'es pas branché à aucune grille d'énergie. C'est strictement pour subvenir à un endroit. C'est des éléments qui surgissent quand on commence à se poser des questions au niveau diagnostic, puis qu'après ça, on transforme tout ça en plat. Denis, la vidéo? Moi, ça m'a bien fait rire. Je trouve qu'on a condensé de tout. On parle de la langue, savoir le marché, savoir les relations entre les dirigeants d'en haut et ceux qui sont sur le terrain. Mais je parle à l'interne, c'est-à-dire, mettons, les généraux en haut versus ça peut être dans l'usine. Après ça, tu avais le marketing, les outils de communication, les brevets. Je veux dire, ils en ont mis, là, ils ont beurré épais. Là. Ça m'a bien fait sourire. Mais tu sais, surtout le clin d'œil à la fin qu'il retrouve encore le même gars que lui. C'est pas grave, il continue d'aller par là-bas, mais on comprend qu'au moins le nôtre a décidé de prendre du recul et de faire ses devoirs et de dire écoute, non, je mets pas une croix là-dessus, mais au moins je vais être mieux préparé dans mon deuxième essai au pire. Là. Mais tu sais, c'est vraiment des reminders. Des aides-mémoires, je trouve, vraiment là-dessus. Qu'on peut prendre vraiment trop de choses pour acquis. Je pense qu'il faut vraiment quasiment, excusez le terme, là, mais on peut pas second-guesser. Il faut vraiment que tu dises, écoute, moi je pense comme ça, mais est-ce que je dois valider? Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se fait ou je suis déjà bien aligné? C'est comme ça que je l'ai vu un peu. Oui, alors tu t'imagines qu'on a eu bien du plaisir à composer ce scénario de 15 minutes. Puis qu'on n'a pas gagné de score pour ce genre de choses-là, mais on a essayé de condenser dans les 15 minutes. Fait que c'est un peu exagéré, si on veut, quelque part, mais chaque point est réel. Et l'équipe avec Frédéric, 1, 2, 3, quelques points de vue?
Ça a montré l'importance de se préparer, de se monter un diagnostic à la hauteur de nos attentes, de ce qu'on veut comme revenu. Donc, ça démontre bien là, que la préparation, elle doit être là. Oui. Ben, c'est ça, Carl, la préparation. Moi, c'est vraiment le mot qui me vient en tête, là, se préparer, puis ça démontre très, très bien la pertinence de suivre votre formation aussi, là. Et Frédéric? Ce qui peut paraître des détails anodins peut avoir des répercussions importantes. Ça fait poser beaucoup de questions. Puis, je pense de réflexion avant de se lancer là-dedans. Alors, moi, je vous pose une question. Maintenant qu'on a vu ça comme étant un point qui semble important, incontournable, tel que je veux vous l'enseigner, qu'on l'écrit dans le livre, que le gouvernement semble vouloir vous pousser à faire ce genre de choses-là, est-ce que vous pensez que c'est véritablement un exercice que vous allez faire? C'est une question rhétorique, vous n'avez pas à répondre, là. Mais vous pouvez si vous voulez. Pensez-vous que ça vaut la peine de véritablement faire ça au sein de votre organisation? Merci, vous avez répondu. Ben moi, je vais répondre quand même aussi. Je fais toujours un parallèle avec le sport. Tu ne peux pas exceller dans un sport si tu ne pratiques pas. Donc, pourquoi tu pourrais exceller en affaires si tu n'as pas tous les outils et tu ne t'approfondis pas toutes les choses dont tu dois connaître? Alors, ça voudrait dire, Denis, que c'est un exercice que tu voudrais faire, toi, au sein de ton organisation. Officiel. C'était déjà pensé, mais c'était juste renforcer l'idée de. Ben là, tu as la grille, c'est relativement facile. En fait, c'est des sujets de discussion. Vous asseyez autour de la table, vous en discutez, vous arrivez à quelque chose. C'est le fun. Moi, je trouve ça intéressant. Merci beaucoup, Denis. Alors, faisons le plongeon, puis allons dans la suite du diagnostic. Parce que là, on a soulevé plein de questions. Est-ce qu'on est prêt pour ci? Est-ce qu'on a pensé à ça? Est-ce qu'on a budgété? Est-ce qu'on a de l'expérience? Est-ce qu'on sait parler? Est-ce qu'on est prêt à voyager? Est-ce qu'on connaît comment ça marche? Est-ce que? Là, on s'est rendu compte en répondant à la grille de tout à l'heure que, ben, évidemment, on ne maîtrise pas toutes. Il y a des endroits qu'on connaît peu. Il y a des choses qu'on ne connaît pas du tout. Il va falloir transformer ça. Alors, je veux vous sensibiliser à un exercice auquel vous n'êtes pas obligé de faire d'aucune manière. Il n'y a pas d'obligation. Mais normalement, dans le cours qu'on suit là, le devoir récurrent que vous devriez faire semaine après semaine, et c'est ce que je fais d'habitude quand je fais ce cours-là en ligne de cette manière-là, je fais rédiger aux gens qui participent à ça un plan. On va arriver au bout dans 36 heures avec un document complet ou presque complet pour vous. Alors, la première question que je veux vous poser avant d'insister sur le devoir que je veux que vous fassiez, si vous voulez bien, à quoi ça sert un plan comme ça? Il y a un plan. Je veux donner un sens de réalité à ce qu'on exprime aujourd'hui. Okay? Puis, je vous posais la question, pourquoi on fait un plan? Vous parlez de succès, vous parlez de moins se planter, de peut-être éviter les erreurs économiques, peut-être d'avoir un plan de match comme en sport pour savoir dans quelle direction on s'en va. Puis, évidemment, comme en sport, comme en hockey, quand tu es dans tes finales, ben, avant d'affronter une équipe, tu veux savoir comment elle joue, savoir comment tu vas travailler avec eux. Mon fils a perdu ses finales la semaine dernière. Il se battait contre une équipe qui savait qu'elle était très fort, puis ils ont avec une défense imparable et un gardien en béton qui ne laissait rien passer. Ils savaient d'avance. Tandis que l'équipe d'avant contre laquelle ils ont joué, ils savaient que ce gardien-là, quand tu vises bas, il n'est pas capable de les arrêter. Il y avait un plan de match. Là, la semaine dernière, c'était plus difficile un peu. Puis vous avez parlé de maximiser l'effort.
Il y a un élément ou deux que je veux soulever par rapport au plan. Parce que je veux démontrer un peu l'utilité pour les trois autres qui n'ont pas de plan aujourd'hui, puis c'est pas négatif. Puis je vais vous parler du nombre d'entreprises qui font des plans, puis ceux qui n'en font pas. Qu'on comprenne bien la position véritable à travers tout ça. Et l'importance du devoir que je veux vous faire faire et pourquoi. Alors, je veux qu'on comprenne ceci. C'est que la première utilité du plan, la première, à mon humble avis, OK? Bien sûr, on veut que ça soit un outil vers le succès. Je comprends tout ça. Ça, c'est une belle phrase pédagogique. Le professeur, on veut aller vers le succès. Mais je pense qu'avant tout, c'est un outil à se servir à l'interne pour qu'on soit tous d'accord dans quelle direction on s'en va. Ça, comme mon diagnostic de tout à l'heure, pour rallier la production, la finance, la vente dans une même direction. Chaque département, si département il y a, serait contributeur d'une partie du plan en question. Et ça va raffermir les forces. Un. Deux, à mon humble avis aussi, ça devient un instrument de communication. C'est-à-dire que je veux écrire ce que je veux faire. Alors, je suis intéressé à amener mon produit, mon service dans un marché extérieur qui se situe à quelque endroit, avec quelques difficultés, avec quelques compétiteurs, avec quelques normes à respecter, avec quelques difficultés ou facilités douanières, sécurité, langue, façon de faire, outils financiers, tous ces éléments-là sur lesquels je me suis questionné et que j'ai mis dans le document. Ça veut dire que les difficultés, je les ai un peu vues ou beaucoup vues, puis j'ai des solutions à ces difficultés-là en cours de route. J'ai mis ça dans un document. Lorsque je veux communiquer ça à l'interne, ben, j'ai un document que je peux présenter à mes gens à l'interne, en tout ou en partie. Je ne suis pas obligé de mettre mon budget à tout le monde. Je peux garder quelques petites gênes aussi. Ce n'est pas un document que je vais publier sur Internet, mais je peux publier ma ligne directrice que j'ai sortie de ce plan-là dans mon site web. Je pourrais faire ça parce que c'est une ligne directrice, puis ce n'est pas un secret manufacturier comme la recette du poulet frit à la Kentucky. Là, c'est quelque chose que je peux partager avec ceux qui veulent le lire. Évidemment, lorsque je veux aller chercher du support avec Export Québec ou avec Canada Export, le programme financier, ou si je suis en agroalimentaire, je veux le support du club agroalimentaire, ben, ils vont me demander si j'ai un plan. Alors, j'aurai un plan à leur présenter. Si je veux de l'appui de BDC, la Banque de développement du Canada, eux, ben, ils vont me demander un plan. Ils vont vouloir voir ce que je veux faire. Alors, quand je demande un support là, puis qu'ils me disent j'ai pas de plan, là, ils vont m'offrir de m'aider à faire un plan, ça va me coûter de l'argent. Moi, ce que je veux, c'est que quand on arrive à la fin de l'exercice, dans plusieurs semaines, vous arriviez avec un plan presque complété. Chaque semaine, vous mettez une demi-heure, 1 heure et quart dans votre plan. Puis à la fin du mois de mai, du 2 juin, je pense, vous allez arriver avec un document complet. Alors là, si on veut aller à la BDC puis leur demander un appui financier pour l'accroissement de mon usine, pour acheter une nouvelle machine, pour prospecter avec les affaires extérieures un marché autre où je ne suis jamais allé, ben, j'ai un document à leur donner. Ils le veulent, le plan. Ils en ont besoin. Pas de plan, pas d'argent. Mais on ne fait pas ça pour l'argent. On fait ça pour communiquer. Et si la communication nous permet d'obtenir quelque chose, tant mieux pour nous. Alors, si je ne fais pas le plan, ben, je m'annule la possibilité de ces supports financiers disponibles. Parce qu'on va me le demander. Alors, on faisait un exercice. On a formé les fonctionnaires fédéraux des affaires extérieures dans un programme pilote il y a quelques années. Programme similaire pas similaire à celui-là, c'est un programme du FIT en salle, fait ici aux affaires extérieures à Montréal, pour former les délégués commerciaux locaux, ici au Québec, pour leur donner une accréditation professionnelle accréditée en commerce international, PACI. Il est reconnu beaucoup dans les autres provinces.
pas vraiment au Québec, parce qu'on est individualiste, puis on voit ça différemment. Dans tout ça, dans le programme que j'ai dû faire avec eux, il y a cette notion de diagnostic et plan. Alors, quand j'arrive à plan, j'ai devant moi 22 fonctionnaires fédéraux qui gèrent des portefeuilles comme l'aéronautique, l'élevage bovin, le bois, l'industrie du bois, qu'importe. Et l'ingénierie, les infrastructures, l'énergie. Puis je leur demande, vous qui intervenez avec des entreprises, est-ce qu'il y en a parmi vous, les 22, dont les entreprises font des plans? Il n'y en a pas un qui lève la main. Finalement, il y en a un qui lève la main. Je dis, ah, toi, t'en as une? Pourquoi? Pour obtenir l'argent de la BDC. La seule raison pour laquelle ils ont fait un plan. Pourquoi ils ne font pas de plan? Parce qu'ils n'en veulent pas de plan. Le propriétaire d'entreprise, le plan, il est ici. Hein? L'entrepreneur, vous qui êtes des entrepreneurs, là, je suis sûr que vous vous réveillez à 2 heures du matin pour se dire, ah, il faudrait que je fasse ça comme ça. Puis il y en a pas dans même. Puis ça, le plan, il est ici. Il est dans les tiroirs là, qui sont cachés dans notre tête un peu partout. Et quand je m'assois avec un banquier, puis que j'essaie d'y ouvrir mes tiroirs et d'y expliquer ce que j'ai dans la tête, il y a un peu de désordre. C'est insécurisant pour un banquier. Vous comprendrez que même si on parle tous les deux français, nous, l'entrepreneur, et lui, le banquier, on ne parle pas tout à fait la même langue. Il y a une espèce d'interprétation nécessaire entre les deux. Si je veux avoir l'accès positif de mon banquier, si je lui présente un plan écrit, clair, bien établi, mon Dieu que je le rassure. Et comprenez une chose, quand on vous donnait un plan à un banquier, la première chose qu'il va faire, il va aller à la dernière page, dans les bilans financiers, il va regarder le dernier carreau en bas à droite, il va regarder la couleur de l'encre, puis il va lire le plan à l'envers. Retenez ça, c'est surprenant. On va se servir de ça, pas seulement pour la banque, mais pour nos partenaires. On peut partager, lorsque je cherche un transitaire qui va m'aider dans mes besoins, mais je ne vais pas aller chercher le premier transitaire que je trouve. Normalement, je vais en solliciter 3 minimum, puis je vais les faire compétitionner. Fait que je peux extraire de mon plan la partie correspondant à mon besoin d'entreprise, de développement de marché et de logistique, pas nécessairement mes finances. Puis je vais leur donner ça, puis je vais dire, voici ce que je veux faire. Qu'est-ce que tu fais pour moi? Puis là, je les laisse répondre. Alors, j'ai 3 possibilités. J'en ai un qui ne me répond pas parce qu'il est trop occupé. Il y en a un qui me répond, il n'a pas lu, puis il me répond une feuille standard de prix quelconque. Puis il y en a un troisième qui va revenir avec mon plan, avec des annotations, en disant, là, je peux faire ça, là, je peux t'appuyer de cette manière-là, ça, je suis moins bon ici, et là, je pourrais faire quelque chose d'extraordinaire. C'est lui que je veux. C'est peut-être pas le meilleur prix, mais c'est celui qui a pris le temps de lire ce que j'ai donné, puis qui a été capable de voir comment il pouvait répondre à mes besoins de manière claire, puis comment il veut m'appuyer pour que mon entreprise grossisse. Si mon entreprise grossisse grâce à lui, il va rester avec lui. Ça va devenir mon partenaire pour plusieurs années, puis je vais y amener plus de business. Il m'a aidé à faire plus de business. Alors, où j'ouvre un petit tiroir dans une conversation téléphonique, j'explique ça, je n'ai pas de notes, ou j'ai un document tiré de mon plan que je lui fais circuler, que je lui envoie. Fait que je fais la même chose avec la banque. Puis si je suis à la Caisse populaire, dans ma ville ou mon village, je passe à l'église, puis que je ne suis pas sûr que mon directeur de compte est capable de répondre, je peux prendre ma portion de plan correspondante ou mon plan, parce que c'est une banque, je dois être un peu plus transparent peut-être, puis je m'en vais voir localement, je ne sais pas moi, la Banque nationale, pour en nommer une, ou puis la Scotia, pour en nommer une autre, puis je leur dis, voici ce que je veux faire à l'international. Qu'est-ce que tu fais pour moi? Encore là, je vais obtenir le même type de réponse que j'obtiens de mon transitaire. Il y en a un qui ne va pas me répondre parce qu'il n'y a pas le temps. L'autre, qui va m'envoyer son truc de document tout préparé d'avance. Puis le troisième va l'avoir lu. Il va me dire, moi, je peux t'aider, mais moi, je ne peux pas t'aider là, mais monsieur, je ne peux pas, Lynn Biao à Montréal, qui est en charge du département international, je lui ai parlé, j'ai montré ton plan, puis il voudrait parler avec toi, puis il peut t'aider là-dessus. Ah, je dis, c'est pas le même service. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Alors, c'est pour ça que je dis que le plan devient pour moi un instrument de communication solide, efficace. Alors, ça va me permettre d'aller vers du succès, bien sûr.
ça va me permettre de moins me planter puis de moins risquer financièrement, tel que mentionné. Ça va me permettre de mettre en place un plan de match, puis on va regarder qu'est-ce qu'on met dedans. Ça va me permettre aussi d'anticiper les endroits plus risqués. Ça, je dois comprendre ça. Dans ma recherche pour remplir mon plan, quand j'identifie les endroits à risque, mais je vais chercher les solutions aux risques. Je vais voir que les risques que j'ai aux États-Unis, les risques que j'ai en Ontario, les risques que j'ai en Belgique ne sont pas les mêmes. Puis ça va me nécessiter des outils différents. Quand je vois le risque, ben, je vais poser la question sur les outils. Puis nous autres, parce qu'on se suit ensemble semaine après semaine, ben, vous devriez arriver dans certains chapitres avec des questions précises. Dans mon cas, dans le marché qui m'intéresse, je suis en train de couvrir cet aspect-là dont on parle cette semaine, puis je me demande comment je vais répondre à ça. C'est pour ça que l'exercice de faire le plan, si vous le voulez, pendant les prochaines semaines, va vous permettre d'arriver à quelque chose. Alors, si je recule d'une case et que je m'en vais sur le site d'Export Québec, ici, là, hein, vous cherchez Export Québec sur Google, vous allez tomber tout de suite, puis vous allez trouver dans Préparez-vous à exporter, Plan d'affaires international. C'est l'endroit, à mon humble avis, le mieux structuré qu'on trouve sur le web francophone pour ça, pour la préparation. Alors, il y a un canevas de plan à l'international. Je ne vous ai pas tout mis ça ici, là. On va le voir avec mes diapos, mais c'est tellement bien structuré, tout est là. Alors, dans un canevas de plan, qu'est-ce qu'on met? Bien sûr, on met les renseignements sur l'entreprise. On va mettre une section sur notre match produit-marché. C'est-à-dire que je veux amener un produit dans un marché spécifique ou un autre produit dans un autre marché. Évidemment, au départ, quand on commence à l'international, on devrait avoir une petite gêne puis se limiter à un ou une petite famille de produits sur un marché en particulier. Tant qu'on n'a pas réussi à dégager des bénéfices dans ce marché-là avec ces produits-là, on ne devrait pas se lancer sur un deuxième produit marché. On devrait se concentrer sur un et rentabiliser. Dans certains cas, ça va prendre 6 mois si je vais en Ontario. Ça va prendre 8, 10, 12 mois si je vais aller aux États-Unis. Ça va prendre 3 à 5 ans si je vais aller au Japon. Okay? Mais je devrais faire ça. Alors, je devrais commencer par le plus facile, le plus rentable, le moins risqué, avec le paiement le plus rapide. Mon retour sur l'investissement, ROI, Return on Investment. Je peux écrire ça. Hop. Ici, texte, ROI. En langage de gestionnaire, Return on Investment, retour sur l'investissement. Alors, mon retour doit être avec un pourcentage le plus élevé possible, avec un taux de risque le plus bas possible, puis dans un délai de temps le plus court possible. Autant que faire se peut. Mais comme je suis à l'international, mon délai de temps est plus long que sur le marché local. Mon risque est plus élevé que sur le marché local. Mais mon retour sur l'investissement devrait être plus élevé que sur le marché local à moyen terme. Okay? Alors, je vais faire mon plan pour ça, puis on va le voir quand on va parler finances, on va le ventiler sur 1 an, 2 ans, 3 ans. On va comprendre que la première année, j'ai investi, j'ai peu de ventes, puis les ventes que j'ai me ramènent du bénéfice, mais le bénéfice de la vente ne couvre pas l'argent que j'ai investi. Je vais en couvrir une petite partie. La deuxième année, je vais en couvrir plus, puis la troisième année, à un moment donné, je vais arriver à un moment où ma balance de paiement va devenir positive. Je vais avoir dépassé, je vais avoir remboursé l'argent investi, je vais faire du bénéfice sur chacune de mes transactions, puis là, je vais engranger les bénéfices pour l'entreprise. Et pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, l'argent va plus sortir qu'elle va rentrer. Il faut 40 aussi. Puis après 3 ans, 4 ans ou 5 ans, bien, je vais avoir remboursé ce que je vais avoir investi. Puis là, je vais tomber dans une rentabilité intéressante. Puis là, je peux me lancer dans un deuxième marché parce que j'ai du bénéfice à risquer dans un deuxième marché. Le risque est important. Je risque. Toujours. Je travaille à l'international, mon risque est plus élevé que sur le marché local. Même sur le marché local, j'ai des risques. Je peux vendre une chaîne locale qui fonctionne bien, mais du jour au lendemain, elle fait faillite. De qui je pourrais parler? Est-ce que Steinberg, ça vous dit quelque chose? Steinberg? Oui. Les supermarchés Steinberg? Oui, non?
Yes. Oui. Steinberg. On a eu un Bécamon. Bon, Steinberg, ça a fait faillite, ça, il y a 15-20 ans, je ne sais pas combien, là. Vous auriez tout donné du crédit à Steinberg. Parce que c'était une grande chaîne de supermarchés partout au Québec, en Ontario. Steinberg, c'était grand. Puis, il y a un lundi matin, ils ont déclaré faillite. Puis, un exemple très récent, c'est Target. Target, ici au Canada. Target a fermé il y a 1 an ou 2. Target, vous auriez tout fait le crédit à Target en disant « Hey, j'ai Target comme client. » Target, ceux qui étaient les plus habiles en affaires, n'ont pas signé leur contrat avec Target Canada, mais Target USA. Target Canada a craché, puis tous ceux qui avaient des recevables avec Target Canada ont perdu leur argent. Ceux qui ont été assez fins pour avoir un recevable avec Target USA se sont tous fait payer. Ça, c'est de la stratégie avancée. Mais évidemment, Target Canada ne va pas dire non, 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 on va faire le contrat avec Target USA. Ils vont faire ça parce que c'est une façon de gérer le risque. Alors, quand Steinberg a fermé comme ça, des entreprises comme avec Target, de taille petite, moyenne, ben, elles ont fait faillite parce que c'était leur gros client. Si ton gros client ne paye pas, ben, tu fais défaut de paiement, la banque redemande son prêt, puis tu n'es pas capable de payer, puis pouf, tu es dans la rue, tu perds la maison, tu perds ton char, puis tu peux perdre plus encore. OK? Alors, il faut voir ce genre de choses-là. Il faut comprendre ça. C'est pour ça qu'on fait un plan, qu'on fait un budget dedans. Alors, évidemment, à travers tout ça, on va se créer un ensemble d'objectifs à atteindre en 1, en 2, en 3. On va planifier, puis on va le voir, c'est tous des chapitres qu'on va voir dans les prochaines semaines. On va se faire des objectifs. On va se définir des stratégies pour rentrer dans ces marchés-là. On appelle ça des stratégies de pénétration de marché ou des stratégies d'entrée. On va faire une planification marketing pour ça, pour pouvoir rentrer là. Ça veut dire qu'on va incorporer là-dedans l'utilisation de la mission commerciale, de la mission autour d'une foire commerciale, de stratégies basées sur les technologies de l'information, sites web, réseaux sociaux, etc. On va imaginer l'appui et l'aide qu'on peut avoir de nos délégués commerciaux pour mettre une partie de ça en place. Peut-être qu'on va déléguer une partie du travail à une agence de marketing spécialisée, si on a les moyens de faire ça au début, ou de se faire aider avec des consultants spécialisés, parce qu'on n'a peut-être pas cette connaissance-là. On doit revoir une partie de notre matériel promotionnel. On doit choisir nos foires en conséquence. Puis on doit mettre ça dans un plan d'action, ajouter une partie d'action. Donc le plan, un programme de mise en œuvre par mois, par section d'année, par trimestre, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. En première année, on fait ça, 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 ça. Deuxième année, on fait la même chose, plus ça, plus ça, plus ça, jusqu'à ce qu'on arrive à dégager des ventes, puis qu'on puisse, avec le bénéfice de ces ventes-là, mettre un peu plus, développer un peu plus, la 3e, 4e, 5e année, comme ça. Évidemment, un plan comme ça, c'est un souhait, pas une réalité. Et je ne crois pas qu'un plan, on va le réaliser tel quel. Ce que j'écris aujourd'hui ne sera pas le résultat que je vais avoir l'année prochaine. C'est une ligne directrice. C'est pour me guider, pour me rendre là. C'est pour me permettre aussi, quand j'ai choisi un couple produit-marché, puis que je veux m'en aller dans cette direction-là, lorsque j'ai quelqu'un qui vient me faire une proposition, qui arrive en disant « Hey, serais-tu intéressé par ça? » Là, je regarde ça, puis je trouve ça intéressant. Est-ce que ça va avec le plan que j'ai mis? Ça ne veut pas dire que je vais dire non. Ça veut dire que je vais le considérer, je vais le comparer. Je vais peut-être me dire, non, je vais poursuivre ça parce que c'est trop tôt maintenant, ou je suis capable de faire les deux, ou ben, je laisse tomber ça puis je m'en vais là, mais là ça, on appelle ça la girouette export. C'est comme ça que nous, on appelle ça. Quand vous faites ça, là, on dit, tiens, une autre girouette export. Il y a des types comme ça. La girouette export et la loterie export. Oh! Wow! Je mets de l'argent là, ça pourrait marcher. C'est pas dans le plan. Mais si j'ai pas de plan, ça pourrait marcher. Oh! Un autre opportunité. Oh! 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 Ça, c'est ma loterie. Puis c'est ma girouette. C'est pour ça qu'on a un plan. Pour essayer de vous garder focusé. J'en ai un là, je ne vous le nomme pas là.
mon Dieu, chaque semaine, il m'appelle en me disant, hey, j'ai une bonne idée, on va faire ça. Oui, mais là, on est supposé aller là-bas. Oui, oui, mais j'ai découvert ça. Oui, mais là, tu as investi depuis tant de mois pour ça. Oui, mais là-bas. Mais je comprends. Mais, mais là, c'est comme tu repars à zéro. Oui, mais ça va être bon. Non, mais ça, c'est pas mauvais non plus, là. Oui, mais ça. Vous comprenez que c'est le propre aussi de l'entrepreneur. Il y a plein d'idées, ça foisonne, ça brûle en dessous du capot d'idées. Mais si j'ai un plan, je vais peut-être me concentrer un peu plus. Alors, je disais, j'arrive jamais à mon plan tel quel. Non, non, non. Je vais arriver si je suis ma ligne que je me suis mis en place, je peux peut-être refuser des fois des propositions extérieures qui pourraient me faire dévier. Et à la fin de l'année, je devrais être capable, peut-être juste avant de faire refaire mon diagnostic, je devrais évaluer par rapport à mon plan, où est-ce que j'en suis. Est-ce que j'ai atteint mes buts, les objectifs que j'avais au début? Est-ce que je suis en dessous de mes objectifs ou au-dessus? Quand je dis que je n'atteindrai pas le plan, ça ne veut pas dire que je vais faillir. Ça veut dire que des fois, je peux dépasser ce que j'avais fait comme objectif. Peut-être que mes objectifs vont varier, ils vont s'agrandir. Peut-être que je n'aurai pas eu tout à fait le succès escompté, que j'étais un peu plus optimiste que la réalité. OK, c'est correct. Alors, si je fais le point une fois par année, ou un an et demi, je ne sais pas moi, 2 ans, je m'assois en équipe, je prends mon plan, puis je regarde, hey, la gang, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce qui a porté fruit? Puis qu'est-ce qui n'a pas porté fruit? Puis si ça n'a pas porté fruit, pourquoi? Ça, c'est mon diagnostic de 2e année. C'est pour me permettre de m'auto-évaluer, ce qu'on appelle en langage de gestionnaire, faire une rétroaction. Au lieu de s'en aller toujours à l'avant, maintenant, on prend une pause. Un T. On regarde le plan. On regarde les résultats. La première base de ça, c'est les résultats financiers. Je pensais pour vendre pour 1 million, j'ai vendu pour 180 000. Je n'ai pas tout à fait atteint mon objectif. Pourquoi je n'ai pas atteint ça? Qu'est-ce qui a manqué? Est-ce que j'ai pas assez investi? Est-ce que j'ai engagé des personnes qui n'avaient pas tout à fait la compétence dont j'avais besoin? Est-ce que je suis parti dans toutes les directions au lieu de me concentrer? Est-ce que j'ai fait confiance à un client qui m'a floué, puis j'ai perdu beaucoup d'argent? Il y a plein de possibilités. Vous comprendrez que dans le plan, je ne vais pas couvrir toutes les possibilités. Je vais en calculer quelques-unes, je vais en mettre quelques-unes au départ, puis en cours de route, je vais évidemment avoir des surprises. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais, quand j'ai un plan directeur, des fois, je sais que je suis dans un marché avec tel type de surprise. Que je n'aurais peut-être pas surpris, mais je vais peut-être avoir pris l'assurance pour ce type de surprise. Et si ça m'arrive, par exemple, je veux vendre, jusqu'à aujourd'hui, peut-être que vous n'auriez pas considéré une assurance de vos recevables. Mais si vous prenez l'assurance recevable, on peut l'avoir locale, on peut l'avoir internationale. Si vous aviez vendu à Target avec une assurance recevable, Target ferme, toi, tu es mort dans rire. Parce que EDC, qui sous-assure avec la COFAS, te rembourse 90% de ta facture. De ta facture! Et dans ta facture, tu as un 30% de bénéfice. Fait que tu fais quand même 20% avec ta réclamation d'assurance. Tu ne perds pas d'argent, tu restes en affaires. Wow! Et ça, c'est parce que tu as vu que tu avais des risques potentiels et tu t'es prémuni contre le risque. Tu n'es pas dans la rue. Tu n'as pas perdu ta maison, tu n'as pas perdu ta business, tu n'as pas perdu ton conjoint ou ta conjointe. Tu es en affaires encore, puis tu fonctionnes, même si ton client majeur n'est plus là. C'est à ça que ça sert un plan. Alors, ça déborde des tiroirs, mais les tiroirs sont très importants. Outils de com à réévaluer chaque année. Alors, mon Dieu, je fais bien ça, ça va bien, mon affaire. Aujourd'hui, on fonctionne bien. Alors, oui, je reviens à ma BDC ici. Dans le côté BDC, Banque de développement du Canada, donc bdc.ca, vous l'écrivez? On a vu ça la semaine dernière. Mais je vais vous l'écrire. Alors, www.bdc.ca. Ça. Dans démarrage d'entreprise,
je vais trouver un endroit où on va parler préparer du plan d'affaires, qu'est-ce qu'on met dans le plan d'affaires, comment rédiger un plan d'affaires. Le Canva est tout là. Alors, ce que moi, je veux faire, c'est transformer le Canva, parce que la BDC me donne un Canva à remplir, bien structuré, qui est similaire à ce que je veux faire sur mon plan d'affaires international. Il n'y a pas de changement ou vraiment peu à faire pour remplir tout ça. Si vous voyez ici à côté le bouton télécharger, là, je clique là. Je vais avoir mon démo de comment faire. Je vais avoir mon gabarit pour le remplir. Puis je vais avoir mon chiffrier complet pour faire mes budgets. On va revenir là-dessus quand on parlera finances. Et mon chiffrier est même là. Je n'ai qu'à remplir les sections. Un chiffrier à plusieurs pages. Je mets mes salaires, mes dépenses fixes, mes variables, mes produits pour aller sur mes actions pour aller sur des marchés extérieurs, mes missions. Je mets tout ça là-dedans. Et ça comptabilise ça au complet. Je vais découvrir mon seuil de rentabilité. Je n'ai pas besoin de me concevoir une feuille de calcul de A à Z. C'est là. Ici, en bas. Gratis. Moi, j'aime ça gratis. Je ne vous vends pas un produit, je vous le donne. Alors, il donne même un truc là pour vous aider après. Comment obtenir un prêt commercial avec ça. Puis il y a une auto-évaluation de l'entrepreneur. C'est un diagnostic de l'entrepreneur lui-même, pas orienté sur l'international. Tout ça, c'est le fun. Je trouve ça stimulant pour une entreprise comme la vôtre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup ça. Alors, vous êtes encore vivant, tout va bien? Bobby, Denis, Frédéric? Oui, c'est beau. Super, merci. Alors, comme je vous disais tantôt, le plan, c'est un instrument qui se partage, personnel, partenaires clés, pour obtenir leur adhésion, leur soutien. Je vais être obligé dans mon plan, parce qu'à un moment donné, j'ai une section marché. Aujourd'hui, peut-être que j'ai peu d'informations sur cette section marché. Je pense que la semaine prochaine, on rentre dans cette portion-là. Hein? Chapitre 4, la semaine prochaine, la recherche, l'analyse et la sélection de marché. Alors, dans votre plan, si vous allez chercher le Canva de la BDC, bien, tout ce que vous devriez remplir d'ici la semaine prochaine, ça serait mon entreprise. Quelle est-elle? Qu'est-ce qu'elle fabrique? C'est quoi son produit phare? La semaine prochaine, on va se creuser la tête sur pourquoi un marché plus qu'un autre? Comment je fais pour aller chercher ça? Et où je trouve une étude de marché correspondant à mes besoins. Je ne veux pas que vous fassiez une étude de marché. Je veux que vous en trouviez une, que vous l'interprétiez pour faire ce qui va là-dedans. Je vais vous donner des pistes. Je vais vous montrer où ça se trouve. Si vous ne le trouvez pas, bien là, c'est là où l'équipe d'Éric et de Frédéric sont là pour vous aider. Eux devraient vous aider à trouver l'étude de marché qui vous manque, soit l'accès par leur recherche et ou avec Info Entreprise à Montréal. Vous pouvez communiquer, on verra à distance, on verra ça la semaine prochaine. Alors, dans ma portion marché du plan, bien, je vais trouver l'étude de marché correspondante. Je vais valider un marché plutôt qu'un autre. Quand je vous ai posé des questions au début, vous me dites « Ah, moi, je veux exporter en Chine, aux États-Unis et en Europe. » OK. Est-ce qu'on a la production pour faire ça? Ouais, mais on verra. Non, mais là, on comprend l'importance du diagnostic. Puis on va comprendre la semaine prochaine que je vais commencer par un marché où je peux répondre à une demande. Les États-Unis, c'est 52 marchés. Je pourrais commencer par le nord de l'État de New York, puis ça pourrait être suffisant, puis je pourrais aller en Ontario, par exemple. Le but, c'est de faire de l'argent. C'est le but de l'exercice. Alors, si je commençais de cette manière-là, si je trouve une étude de marché correspondant au type de produit qui m'intéresse dans ce marché-là, je vais pouvoir interpréter ce que j'ai lu, je vais pouvoir mettre ça dans mon document, et l'étude au complet, que je ne vais pas mettre tel quel dans le plan d'affaires international, je vais le joindre en annexe. Tout à coup que le banquier voudrait jeter un coup d'œil pour voir si j'ai bien fait mon travail, ou l'appui du gouvernement du Québec ou du gouvernement fédéral ou de d'autres organisations par rapport à ce que je veux faire, ou lorsque je vais aller chercher des crédits d'impôt dans recherche et développement, que je montre que j'ai quand même analysé mon marché d'une manière professionnelle, puis que je n'arrive pas avec des conclusions que j'ai imaginées, mais des conclusions qui viennent d'autorités en la matière. Puis l'autorité en la matière, ce n'est pas vous, c'est des gens qui ont fait la recherche de marché pour le compte du gouvernement fédéral ou PricewaterhouseCoopers ou un bureau similaire. Ça, eux, professionnels, pas vous. Vous, c'est
génie de prendre cette information-là, de transformer votre produit puis de l'amener là-bas. C'est là où vous êtes expert, mais pas sur l'analyse de marché. Okay? Voilà. Alors, j'ai du fun à faire ça avec vous autres, c'est trippant. Alors, il va falloir évidemment faire un plan de mise en œuvre qui va délimiter les mois de travail, les portions, puis on comprendra qu'en juillet, août, on est en vacances, que tout le mois de décembre, c'est Noël, des éléments comme ceux-là, ça va rentrer dedans, nos chiffres vont correspondre à ça, et on va s'y référer régulièrement. Donc, le plan, une fois qu'il est écrit, il ne va pas sur une tablette, il devrait être pas loin. Nous autres, quand on fait des actions comme celle-là, souvent, on a une espèce de grand tableau au mur avec les mois et les étapes. Là, régulièrement, on regarde où est-ce qu'on est rendu, où est-ce qu'on a pris du retard, ce qui est plus fréquent que les endroits où on a pris de l'avance. Là, on va se dire, pourquoi je suis en retard? Qu'est-ce que je dois corriger? En retard sur mes ventes, en retard sur mes actions, en retard sur mes mises en relation, en avance sur des éléments comme ceux-là. Alors, ça va me permettre de peut-être éviter les surprises, réduire mes différences et de mettre de l'énergie aux endroits où je dois le mettre de manière appropriée. Et ça va me forcer peut-être aussi à faire de la veille, d'une base régulière. Ça veut dire que j'ai fait de la recherche pour écrire mon plan. Excusez-moi. J'ai fait de la recherche pour faire mon plan, mais normalement, une fois que j'ai commencé, je devrais continuer les endroits où j'ai fait de la recherche. Je me suis peut-être abonné à quelques publications électroniques concernant mon domaine d'activité dans le marché qui m'intéresse. Je devrais recevoir ça dans ma boîte de courriel. Je devrais me faire, on va en parler la semaine prochaine, une sous-boîte dans mes boîtes de courriel dans laquelle ce matériel-là rentre. Puis une fois de temps en temps, comme une fois par mois, je regarde ce qui est rentré. Puis je fais ma veille, je m'informe des changements, des tendances dans mon domaine. La veille est très importante. Pop, 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 pop. Continue. Bon. Alors, série de références. Voilà. Alors, ce que j'ai pour vous, on va finir plus tôt aujourd'hui. C'est pas mauvais. De votre part, est-ce que j'ai des questions à ce stade-ci? Descombos est heureux et Bobby est heureux. OK. Alors, je vous expliquais tout à l'heure que j'ai travaillé avec mes fonctionnaires fédéraux. Aucune de leurs entreprises ne fait un plan. C'est pas... Quand j'ai fait cette journée-là avec eux, c'était à la fin de la matinée, je pense. Donc, je leur ai posé la question. J'avais prévu dans mes conférenciers de la journée, en fin d'après-midi, un conférencier qui est une personne que j'ai rencontrée quand c'est d'origine européenne, il a immigré au pays. Et quand il a immigré, il était venu nous voir, parce qu'on était un bureau visible. Et quelques années plus tard, il s'est mis à travailler pour une entreprise de la Couronne Nord qui fait dans les filtres utilisés dans les locomotives. C'est assez vague, là, mais c'est assez précis en même temps. Dans le ferroviaire, les filtres qui vont là-dedans, filtre à gaz, filtre à air, filtre à l'huile, filtre à tout ce que vous voulez. Dans les locomotives. Locomotives qui sont des moteurs énormes sur roues pour tirer des trains. Et quand il était engagé pour prendre la suite du département international de cette entreprise-là, qui fait partie d'un conglomérat suédois. Ils ont 32 usines à travers la planète. Chacune fait des éléments dans le ferroviaire différents. L'usine de Laval fait des filtres. Quand il est rentré à l'emploi, son patron lui a dit, on a fait faire une étude de marché par un bureau spécialisé. Ça a coûté je ne sais pas combien. Et l'étude nous montre que la Chine revêt un grand potentiel pour nous, parce que c'est évident, ils sont je ne sais pas combien de milliards, puis il y a plein de locomotives. Alors, il a dit à son patron, si vous permettez, je vais faire deux choses. Je vais faire un diagnostic à l'interne, savoir comment on peut répondre à ça. Sans prétention aucune, je vais quand même valider
l'analyse de marché qui nous a été présentée. Savoir de quelle manière on peut répondre à ça, de manière précise. Je vais faire une planification en conséquence, si vous me permettez. Ça risque de prendre une couple de mois, comme 2 mois. Ça veut dire que pendant ce temps-là, je ne prendrai pas l'avion pour aller en Chine pour vendre. Là. Je vais juste me préparer. Son patron dit oui. Il fait le diagnostic, il valide. Dans sa validation, il se rend compte que, en Chine, les locomotives chinoises ont l'usage de filtres avec des gabarits et des normes très différentes de ce qui est fait à Laval. Très comme dans complètement différentes. Que si on veut répondre à ça, il faut faire des changements importants au fonctionnement de l'usine pour répondre à ça. 1. 2, il s'est rendu compte que dans le marché chinois, il y a 3 manufacturiers, 3, pas 1, 3, qui font ces pièces-là pour les locomotives chinoises. Comment, c'est la question qui se pose, comment une entreprise de Laval qui ne connaît pas le marché chinois, qu'il va falloir réadapter ses produits à un marché, va compétitionner avec 3 entreprises chinoises, avec des ouvriers chinois payés au salaire chinois pour répondre à des besoins chinois, comment il va compétitionner là-dedans? Il y a plusieurs possibilités qui peuvent se proposer. Il pourrait acheter un des 3 ou devenir collaborateur ou co-entreprise avec un des 3, puis amener une technologie différente canadienne. Il pourrait faire ça. Mais dans son esprit, il n'était aucunement question d'aller prospecter, de revenir, de modifier les machines, de faire les salons, puis d'essayer de vendre un produit canadien qui serait trop cher. Alors, en quelques mois, rapidement, il s'est rendu compte que le marché chinois, c'était pas pour eux. Donc, que l'étude, qui avait coûté quand même assez cher à l'entreprise, avait pas été faite avec la profondeur nécessaire pour bien permettre de valider la pertinence du produit lavallois sur le marché chinois. Alors, il s'est retourné, il a analysé ailleurs, il a fait une présélection de marché, il a analysé ces marchés, il a trouvé que le marché égyptien, il serait capable d'aller chercher dans la première et la deuxième année, la première année 3%, la deuxième année 8% du marché égyptien, mais qui pourrait aussi intégrer des produits d'une multitude d'usines du groupe suédois en Égypte où il n'était pas présent. Donc, il pourrait avoir la fourniture de 7, 8, 9, 10, 11, 12 usines du groupe pour répondre aux besoins spécifiques de l'Égypte, puis de se concentrer sur l'Égypte. Alors, il a donné ça à son patron. Le patron a analysé ça durant le week-end. Le lundi matin, quand il est arrivé au bureau, il dit « Regarde, je te redonne ton document. Voici un billet d'avion. Tu es attendu mercredi en Suède. Le conseil d'administration t'attend. Tu dois défendre ton plan que tu as fait pour qu'il t'alloue les crédits pour aller en Égypte. » Voyez-vous la différence? Alors, il a pris l'avion, il est allé en Suède, il s'est assis avec le conseil, ils ont discuté, ils ont amélioré la stratégie qui a été mise en place en équipe et il y a eu le mandat d'aller développer l'Égypte. Et 2 ans plus tard, le conglomérat suédois a pris 17% du marché égyptien en 2 ans. Plus que prévu dans le plan original. 0 en Chine. Alors, le plan, ça sert à ça, entre autres. Alors, j'ai une autre vidéo pour vous. Lui, je l'ai débloqué tantôt quand j'ai débloqué celui-là. La vidéo sur le plan d'affaires international. 2 versions, une en service, graphisme Chine, Québec, Drummondville, Chine, et un autre en machinerie, conception de machinerie lourde, industrielle, pardon, dans les machineries particulières vers les États-Unis. Je vous mets en lien là-dessus. Je vous laisse écouter ça. À la fin, on en discute. Et on va voir comment on va travailler notre plan dans les prochaines semaines. Ça vous convient? Super. Hop, tout le monde a fait le tour. On termine ça. Alors, je vous ramène à ma BDC. OK?
Ah oui, mais avant tout, dites-moi un peu vos impressions par rapport aux vidéos que vous venez de voir. C'est important pour moi. Bobby, qu'est-ce que tu retiens du vidéo? Ben, moi, j'ai tout le temps su qu'il fallait avoir des reins solides pour aller à l'externe, puis ça me le confirme. C'est avec de l'argent que tu fais de l'argent, sauf qu'il faut être très prudent si on veut se lancer dans un marché, si on est en démarrage d'entreprise. Il faut y aller de façon méthodique et calculée, là, puis il faut essayer de minimiser les risques à tout égard. Donc, d'où l'importance d'avoir un plan structuré, puis connaître, savoir c'est quoi nos forces, nos faiblesses, pour être capable être capable de percer. Et toi, tu as déjà un plan. N'est-ce pas? Moi, ça? Oui. Ben, j'en ai un dans ma tête, là, mais il n'est pas sur papier. Il n'est pas sur papier. Donc, c'est dans mes choses à faire. C'est pas une obligation, là. C'est une suggestion que je fais. Si on le fait, ça va nous être utile. En fait, Carl, à l'heure actuelle, je suis en dépôt de demande. Ça s'est déposé aujourd'hui auprès du ministère, le MEIA, ou dans le fond, c'est le MEDI, que c'est rendu. Justement pour les phases de développement au niveau de mon produit, puis l'expérimentation dans le but justement de la commercialisation. Donc, je suis là-dedans. Donc, inévitablement, ça me demande des plans, j'ai des documents, des briques qui ont été faites. J'ai travaillé de pair avec le CITEC, puis avec le personnel engagé par le CITEC pour m'aider à travailler là-dedans aussi. Fait que ça, en ce sens, oui, on a un plan, mais un plan à court terme et non pour l'exportation encore. Donc, pour le développement du produit, on en a un, mais pas pour l'exportation parce qu'on n'est pas encore rendu là. Très bien, excellent. Denis, par rapport à toi, toi, tu n'as pas vu de vidéo. Désolé. L'équipe... Non, j'ai pas vu de vidéo. Les trois, avec Como? Opinion par rapport à la vidéo? Ça montre bien l'importance d'avoir un plan d'affaires pour se préparer à tous les problèmes qu'on peut avoir. Ça démontre bien que d'être préparé, c'est important, puis c'est important de le faire comme il faut dès le départ. C'est aussi bien de te rendre compte que ça ne va pas dans le plan que rendu sur le terrain. Les pertes sont pas mal moins importantes. Et Vincent? Ouais, j'ai pas grand-chose à ajouter, là. Et est-ce que, pour vous qui êtes avec moi aujourd'hui, est-ce que la rédaction d'un plan représente une plus-value? Si vous n'avez pas d'autres éléments, ben, je vous souhaite une excellente semaine. On se revoit jeudi prochain. Les vidéos restent disponibles pour quelques jours pour votre écoute, à votre volonté. La semaine prochaine, je refermerai les liens.